La situation, elle ne peut pas être plus fâcheuse. L'amour de ma vie m'a quittée et là, je ne sais même pas par où commencer. Je suis PDG, propriétaire, styliste, pompier et policier des feux que j'allume. Et donc, je ne peux pas flancher. Je n'ai pas le droit. C'est même impossible. Mon cerveau crée des produits qui se vendent. Il invente des trucs que les gens attendent. Toutes les décisions que j'ai pu prendre sont des décisions que 99% des gens n'auraient pas prises. Il faut que ce soit global, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois numéro 1. Dans ce que je fais, le hasard, la chance, les planètes qui s'alignent, je sais pas, moi je sais juste que je suis une infatigable travailleuse. La réponse à comment faire de l'argent frais, mais je vais pas vous le dire 2 fois. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné. Je suis avec Catherine. Catherine, ça me fait super plaisir que tu sois avec nous. Ah, moi aussi. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Je vais te présenter rapidement. Alors, je sais qu'il y a énormément de choses à raconter, on va le voir. On a préparé plein de questions et je pense qu'on pourrait parler des heures de ce parcours de dingue que tu as. Catherine Painvin, pionnière de l'entrepreneuriat féminin, fondatrice de Tartines et Chocolat en 1977, première marque qui a révolutionné la mode enfantine avec une approche luxe et sophistiquée. Plus de 1500 points de vente mondiaux, un chiffre d'affaires de 73 millions d'euros en 2001 déjà. Partenariat iconique comme Petit Sampson avec Givenchy pour ne citer que celui-ci. Créatrice d'Everwood en 1992, marque de décoration compagnarde chic avec un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2000. Ouverture du comptoir d'Aubrac en 2000, destination luxe avec 700 reportages médiatiques, on en parlait tout à l'heure, et une clientèle internationale. Tu citais notamment Johnny Depp et tant d'autres. Et Johnny. Exactement. Collaboration artistique également avec Jacadi entre 2009 et 2012. Et Côté Table 2014 pour des collaborations de vaisselle et de linge de maison. Tu es également auteur de ton autobiographie, Une vie de 5 minutes. Une vie et 5 minutes. Une vie et 5 minutes, pardon. Officier de la Légion d'honneur en 2012 et chevalier de la Légion d'honneur en 2002 pour ta contribution notamment au rayonnement culturel et économique. Donc un sacré parcours qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Et on en parlait tout à l'heure, tu as démarré il y a bien longtemps, à l'âge de 7 ans, où tu donnais déjà des conseils à tes parents pour gérer leur entreprise. D'où vient cette envie de diriger, d'entreprendre? Alors, à 7 ans, je peux pouvoir dire maintenant, mais je veux le dire que depuis, ça m'est venu que cette année, il n'y a pas très longtemps, je me rends compte que le mot qu'on utilise le plus en ce moment, ce qu'on entend partout le plus, c'est l'intelligence artificielle. Eh bien, je me suis dit il y a quelques semaines que mon cerveau, quand j'avais 7 ans, c'était l'intelligence artificielle déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une configuration donnée, dans une situation donnée, dans une situation, mon cerveau m'envoyait la réponse, la bonne réponse, les bons gestes, les bons mouvements, les bonnes choses à faire. Et concrètement, je recevais l'info et concrètement, je la faisais. Donc à 7 ans, qu'est-ce qu'on fait à 7 ans quand on reçoit des infos? L'info que je recevais à 7 ans, c'est que mes parents avaient des problèmes d'argent. J'entendais ça tout midi et soir. C'était le grand sujet. Et ils avaient honte, ils n'aimaient pas parler de ça, mais je les entendais parler de ça, mais je voyais qu'ils souffraient. Donc j'ai décidé, qu'est-ce que je pouvais faire à 7 ans? On allait au bord de la mer pendant 1 mois. En juillet, à marée basse, j'avais des coquillages. Je ramassais des coquillages. Et à marée haute, je faisais des poupées. Mais là, c'est facile à dire comme ça, mais j'en ai fait presque 10 000. J'ai fait ça de 7 ans à 14 ans. En 10 ans, j'ai fait 10 000 poupées de coquillages que je vendais et je donnais l'argent à mes parents. D'accord, donc tout de suite, tu as eu cette... Donc, ça a commencé à 7 ans. Et après, il y a une deuxième date, qui est l'été de mes 14 ans. Ouais. Et là, mon grand-père, qui avait une cidrerie dans le Perche à 1h30 de Paris, les collines du Perche, mon grand-père meurt et maman m'emmène sur la route. Et à chaque fois, je peux donner... J'ai les images, parce que c'est à partir des images que... Moi, j'ai les dates et les images en tête en permanence. Et là, on est sur la route, elle m'emmène chercher le lait à 2 kilomètres. Donc, sa maison, c'est la dernière du village. Et le lait est à 2 kilomètres en carrefour. Et au-dessus,
il y a un énormissime château Renaissance blanc, comme un paquebot blanc, Renaissance, absolument sublime. Et bonne maman s'arrête et elle me prend dans ses bras et elle me dit, il faut que je te parle. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoute, voilà, tu vas nous sauver, tu vas nous venger parce que tu es forte. Je lui dis, vous sauvez, vous vengez de quoi? Elle me dit, on a des problèmes, on n'a pas osé t'en parler. Mais je dis, mais non, il n'y a pas de problème. On fait du cidre, on n'a qu'à faire du sirop. Déjà, moi, je voyais, il devait y avoir Tesser à la mode, les sirops Tesser. Et donc, en nanosecondes, quand elle me dit qu'il y a un problème, je dis, on va pas faire que du pomme, on n'a qu'à faire du jus de framboise, on n'a qu'à faire des groseilles, n'importe quoi, des citronniers, des orangers, tout. Et elle me dit, non, mais je crois que tu n'as pas compris, il n'y a plus de ferme. Oui, parce qu'on avait des fermes, on avait des fermes pour les pommiers. On avait 28 fermes. Je me rappelle du chiffre que mon grand-père m'avait donné. Et c'était des champs, enfin des terres, et ces terres fournissaient des pommiers, et les pommiers fournissaient le cidre. Et elle me dit, il n'y a plus rien. Je dis, quoi, il n'y a plus rien? Moi, quand j'allais en vacances, j'entendais tout le temps l'usine, la cidrerie. La cidrerie, il n'y a pas beaucoup de personnel, mais ça fait du bruit. Et elle me dit, il n'y a plus rien. Et elle me serre dans ses bras. Elle mesurait 1,78 m, bonne maman. Et elle me serre dans ses bras, donc moi je suis petite. Et on ne regarde donc pas dans la même direction. Et c'est là que je dis, on crée notre destin. Donc moi, je regardais vers le château, et bonne maman regardait vers le village, derrière. Donc elle regardait vers le passé, et moi, je regardais vers ce château. Et en même temps qu'elle me dit ça, je me dis, oui, je vais m'occuper de ça, et puis moi aussi, j'aurai un château. Voilà, ça vient comme ça. Ok, et ce moment-là, est-ce que tu peux le considérer comme étant un déclic pour toi? C'en est complètement un. C'est ça qu'on appelle un déclic. C'est pour ça que, quand je t'ai dit, mon livre s'appelle Une vie et 5 minutes, c'est en 5 minutes pour paraphraser le nombre de choses que j'ai montées dans ma vie, c'est en 5 minutes. C'est Johnny Depp qui a trouvé le titre. Quand il est venu chez moi, j'étais en train de faire un grand plaid de 2 mètres sur 80 sur 2 mètres 50, dédié à Chanel. Donc c'était à plat. Et son secrétaire, Steven, me dit, combien de temps vous mettez pour faire ça? Et moi, je réponds 5 minutes. Parce que c'est toujours en 5 minutes que je crée quelque chose. Et toute ma vie, ça a été ça. Tout ce que je crée, j'ai d'abord la vision, et j'ai la vision parce qu'en fait, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour le réaliser. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est comme s'il y avait il y a tous les ingrédients qui sont là. Et Johnny est derrière et il dit « One life and 5 minutes ». Parce que c'était en 2007, j'avais 60 ans, et pour lui, j'avais déjà toute une vie. C'est grâce à cette vie d'expérience que je peux faire les choses en 5 minutes. On va revenir justement sur toutes ces personnes que tu as pu côtoyer, que tu côtoies encore aujourd'hui, et tout ce que tu as pu vivre. Mais avant ça, je reviens justement à la genèse de ce parcours dingue que tu as eu au travers de ta vie. Donc 14 ans, grand déclic. Oui. Ensuite, s'ensuit plein de choses que tu mets en place. À 23 ans déjà, tu diriges une centaine d'ouvriers. Comment est-ce que tu gères un tel succès? Alors quand bonne maman me dit « tu vas nous sauver », donc j'ai 14 ans, et je vois le château là-bas. Donc il y a une sorte de truc de mélange qui se met dans ma tête. Depuis que j'avais 7 ans, je disais que j'aurais un grand château, beaucoup d'enfants, pas de patron, une Bentley et un gros diamant. D'accord. Et quand on me demandait pourquoi je voulais une Bentley, je disais que les Rolls, c'était pour les nouveaux riches. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que je suis très bavarde, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'écoute et j'entends. Et en fait, tout ça, ça se met. C'est pour ça que, en fait, c'était vraiment de l'intelligence artificielle. Il y avait de la place pour des mégas, des gigas, je sais pas comment on dit. Et donc là, quand maman me dit ça, je me dis, il faut d'abord que je me marie. Il faut d'abord que je me marie, et puis que je fasse une famille, et puis après, je me mette à bosser. C'est ça qui vient. Et donc, là, on est en l'été de mes 14 ans. L'été de mes 15 ans, on va à Dinard comme chaque année, à Lancieux, à côté de Dinard. Et
où papa louait une maison. Et sur la plage, il y avait des Parisiens. Il y avait c'était toujours la même bande depuis 10 ans. Et plouf, plouf, il y avait 2 frères. J'en ai regardé un plus que l'autre. Et j'ai pas fait forcément la bonne pioche. Parce que la vie montrera que... on se fiance. Je dis à papa que je vais me fiancer, je me prends une première gifle. L'année d'après, je lui dis, mais tu sais, je vais vraiment me fiancer. Donc là, j'ai 16 ans, je prends une deuxième gifle. Alors je me dis, mais comment je vais faire pour pouvoir me marier? J'ai l'impression qu'il n'a pas compris. Donc là, on a décidé de faire un enfant. Donc, je suis enceinte. Et là, je me marie à 17 ans. À 17 ans et demi, enceinte de 3 mois. Et comment on fait? Pour répondre à ta question, là, je suis enceinte de mon premier enfant. Mais cet homme me trompe. Il m'a déjà trompé. Enfin, c'est un sexe addict. C'est un mec qui aime les nanas, ce que je n'avais pas remarqué, parce que je le connaissais que pendant le mois de juillet. Et au mois de juillet, il était avec moi. Au mois d'août, il devait être avec quelqu'un d'autre, mais septembre, encore avec quelqu'un d'autre. Je ne l'ai su qu'après. Donc, pour répondre à ta question, là, je suis enceinte, j'ai ce petit garçon qui va naître. Tout de suite après, l'année d'après, j'ai un deuxième enfant. Et comment on va arriver aux affaires? Mon père m'avait mis une dot de côté, ce qui correspondrait à 100 000 euros d'aujourd'hui. Et lui, ses parents lui ont donné la même chose, et il s'est acheté une entreprise de plomberie. Donc, il a acheté une entreprise de plomberie. On habitait au 1er étage, l'entreprise était au rez-de-chaussée. Et le type à qui on a acheté habitait au 3e. Et donc, quand j'ai mon deuxième enfant, c'est le 18 juin. Nicolas, il est né le 18 juin 65. Je me suis mariée en 64. Caroline est née le 17 juin 66. Et là, je pars à Lancieux chez mes beaux-parents pour passer l'été. Mais lui n'est pas là. Il reste parce qu'il va mettre des publicités pour son entreprise de chauffage. Et en allant mettre des publicités pour son entreprise de chauffage dans toutes les maisons en construction, il va voler. Il va voler des lavabos, des robinets, des bidets, des je sais pas quoi, et des écrous. Il va remplir la camionnette et il va emmener ça dans son local. Et quand je rentre fin août, je ne peux pas savoir si c'est volé ou si c'est acheté, ce qu'il y a dans ce local. Et là, ma vie prend un terrible tournant. Le 6 octobre, il est découvert comme ayant volé des quantités de stock incroyables et qu'il a mis dans la cave, à côté de la cave du monsieur qui habite au 3e. Lui, il a gardé sa cave. Et comme il n'a plus d'entreprise, il va à la pêche avec les flics qui lui disent il y a quelqu'un qui doit être en train de se monter en ménage. Toutes les semaines, on nous parle de vol, de carrelage, de lavabo, de robinet. Et là, le mec, il en est à son... Il a bientôt fini parce que le dernier truc qu'on nous a volé, c'est un brûleur à mazout. Et le monsieur répond moi, je sais où il est, ton brûleur à mazout. Il est dans une cave à côté de la mienne, dont la porte est ouverte. Et effectivement, je vois plein de trucs là-dedans. Ils sont venus arrêter mon mari. Et ils l'ont collé en tôle 5 mois. Et quand il sort de prison, je suis ruinée. Parce que avec l'entreprise, je n'ai pas pu récupérer un centime des factures que les gens devaient me payer. Donc j'ai 19 ans et je suis cocue et ruinée. Avec 2 enfants. Et j'ai 2 enfants. Mais surtout qu'il va m'en faire un le 3e. Le jour, quand il sort de prison, il me fait le 3e. Ça marche à tous les coups. Et donc, je vais avoir, à 20 ans, je vais me retrouver avec devoir nourrir 3 personnes. Et là, je fais des panse-bêtes et des choses en bois avec du Vichy, parce que mon père a un grand magasin de déco, de linge, de vêtements et de mercerie, tout ça. Et donc, je demande à papa si je peux aller chercher à la menuiserie des articles en bois, des panse-bêtes, enfin des trucs que je découpe. Et tu vas faire quoi avec ça? Genre, je vais faire quelque chose. Ben oui, mon pote, je vais faire quelque chose. Je vais faire un pense-bête. Et puis avec l'argent et puis je vais pas faire un pense-bête, je vais faire 25 pense-bêtes.
Et j'ai fait 25 pense-bêtes. Et je suis allée les vendre dans les boutiques où j'avais mis les poupées. Donc, tout est lié. Toute ma vie a un lien. Toutes les choses ont un lien. Je ne suis pas payée quand je fais des podcasts, mais je viens parce que c'est pour transmettre, il y a des liens, et en ça, je le crois beaucoup, parce que je l'ai pratiqué. Donc, je vais faire mes 25 pense-bêtes, je vais aller les mettre en dépôt, là où j'ai fait mes poupées, et on va les vendre. Et en 4 ans, puisque à 24 ans, j'ai déjà une centaine d'employés dans une usine. Donc en 4 ans, j'ai déjà un atelier couture avec des petits carrés pour attraper les plats chauds, des gants pour attraper des tabliers, des sets de table et des quantités de choses pour la maison. Mais il y a 2 produits en particulier qui vont faire décoller, qui vont faire que ça va devenir une très grosse entreprise. La première chose, ce sont des sets de table en plastique en forme de pommes et de poire. Et la deuxième chose, ce sont des bocaux en verre, comme ça, qui ont une capsule en métal, des bocaux à cornichons. Et moi, je décide de faire un bouchon en bois dans lequel je vais insérer la capsule. Et après, je vais mettre thé, café, riz, pâtes, et je vais vendre ça dans les boutiques du cadeau pour mettre du café, du riz, des pâtes. Et alors, la chose qui me caractérise, en plus d'être bavarde, c'est de vouloir à tout prix monter des affaires mais mondiales. Je suis obsédée par le monde, et il faut que ce soit partout. Global. Il faut que ce soit global, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois numéro 1 dans ce que je fais, et tout ça. Et avec mes bocaux, je ne sais pas pourquoi, un jour je dis, au lieu de les vendre par 12, je devrais me prendre un stand au salon de la confiserie. C'est de la confiserie, et puis je vendrais avec des bonbons dedans. Et mon mari qui est là, qui dit, c'est de la confiserie, mais t'as peur de rien, toi. T'as peur de rien, il y a des stands de 500 mètres carrés. Parce qu'il y aura un stand de... j'ai appelé, les plus petits stands peuvent faire 9 mètres carrés. Donc j'ai pris un stand de 9 mètres carrés. Donc, comme rien ne m'arrête, je fais un stand de 9 mètres carrés, des petites étagères, je mets des bonbons de toutes les couleurs. Et je suis... non seulement je suis l'intelligence artificielle en permanence, mais là, je suis protégée des dieux. Le premier client me demande 9000 bocaux avec 9 tonnes de bonbons. Là, on est en juin, livraison septembre. Donc, je dis oui. Et il me donne un acompte. Et 2 jours après, il y a un jeune mec de 40 ans qui arrive et qui me dit qu'il est américain et il demande si le bouchon peut être clair et non pas foncé, alors que j'avais mis que des bouchons teintés pour aller avec les étiquettes qui étaient un peu anciennes. Et il me dit, je veux pas d'étiquette. Et je lui dis, mais vous voulez faire quoi avec ça? Et il me dit, je suis acheteur pour Neiman Marcus. Alors Neiman Marcus à Dallas, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est le plus grand magasin à l'échelle du monde. C'est les Galeries Lafayette, puissance 1000, et c'est à Dallas. Et ce grand magasin fait un catalogue toutes les semaines, ou tous les mois, mais enfin, je ne me souviens plus, mais il m'a acheté 10 000 bocaux tous les 15 jours pendant 5 ans. Payable d'avance par Neiman Marcus. Et là, du coup, j'ai monté un atelier et mon cerveau crée des produits qui se vendent. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment l'intelligence artificielle avant qu'on puisse donner un nom à ça. Parce que mon cerveau, il invente des trucs que les gens attendent. Donc les sets de table en forme de pommes et de poire, c'est parce que j'en avais marre de laver des nappes, parce que mes 3 enfants faisaient des tâches. Donc si moi j'en avais marre de laver des nappes, les autres mamans en auraient marre de laver des nappes. Donc j'invente des trucs que les gens attendent. Et les gens ont besoin. Et là, ces bocaux, ils étaient dans une mouvance nature et ils mettaient des bonbons en forme de cailloux dedans. D'accord. Et rapidement, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Le premier arrive, 9 tonnes de bonbons. Oui. C'est considérable. Oui. À ce moment, tu dis oui, mais est-ce que tu sais comment est-ce que tu vas les oui, délivrer, évidemment. les gérer?
Parce que là, on est en juin, on va mettre des tentes pendant le mois de juillet et le mois d'août. Et le monsieur qui fait les bouchons, quand même, on ne peut pas l'inventer, il s'appelle Monsieur Rabot. Je vais voir Monsieur Rabot. Et le mec m'avait donné un acompte, donc je donne un acompte à Monsieur Rabot, et je lui dis... Et pendant l'été, je lui dis, vous me les livrez tous les 3 jours s'il faut, et nous, pendant ce temps-là, on remplit de bocaux. Et ce type-là m'a fait un chèque en bois en septembre. Donc j'ai eu, oui, une première commande qui m'a motivée tout l'été. J'étais vraiment très, très fière de moi, parce que je ne savais pas que ce serait un chèque en bois, la suite. Et que j'ai eu des mains de Marcus qui a pris le relais. D'accord. Donc le chèque en bois, finalement, la commande initiale n'a pas abouti. Non, mais grâce au chèque, grâce aux 10%, j'ai quand même pu payer Monsieur Rabot, et avec les commandes d'après, Monsieur Rabot n'a pas été payé. Et finalement, selon ce que je vois là, depuis le début de cet échange, rien ne t'arrête. C'est pas ce chèque en bois qui fait que ça va t'arrêter. Au contraire, ça te stimule et ça te donne encore plus envie. Alors, j'ai envie de dire que j'ai même pas le temps d'y penser. Ouais. Il n'y a même pas c'est pour ça que c'est 5 minutes, mais ça pourrait être 5 secondes. Et pourquoi je voulais un gros diamant? Pourquoi je voulais un gros diamant? C'est ça la question. Pourquoi je voulais un gros château? Et pourquoi je voulais un gros diamant? Il y a des explications à tout. Pourquoi tu voulais un gros diamant? Alors, parce que maman en avait un petit, ma grand-mère en avait un petit, et mon grand-mère avait un petit. Elles avaient toutes les 3 des petits. Et dans ma classe, à Fougères, Fougères est une usine de chaussures, et il y avait une famille dont je tairai le nom, mais la grand-mère avait un très très gros diamant. Et j'avais aperçu un jour une Bentley dans le garage. Et j'avais dû entendre dire que les Rolls c'était pour les nouveaux riches. J'avais dû dire c'est quoi cette Rolls? On m'avait dit non. On avait dû me répondre non, c'est pas une Rolls, c'est une Bentley. Les Rolls c'est pour les nouveaux riches. Donc je voulais ça. Et finalement, quand mon second mari me quitte, dans la même semaine, je suis allée m'acheter la Bentley et un diamant de 17 carats 01, forme coussin, couleur jonquille, pour pas que ce soit un diamant blanc, pour pas qu'on voit que c'est un diamant. Et le château, il y a aussi une autre explication. Quand j'étais petite, on allait tous les dimanches, à 15 km de chez mes parents, dans la forêt, il y avait un restaurant sur un lac. Et les grands, ils passaient des heures à table, moi ça me saoulait, donc j'allais me balader. Et il y avait un château abandonné qui avait plus de portes et plus de fenêtres, mais abandonné dans la forêt quelque part, peut-être à 1 kilomètre du restaurant. Et j'en avais fait mon terrain de jeu. Et un jour, c'était tout fermé, c'était marqué vendu à 4 personnes, un pharmacien, un dentiste et 2 médecins. Et là, j'ai dit, moi, mon château, il sera pour moi toute seule. Et donc, j'ai dit, et finalement, j'ai fait. D'accord. Je rebondis sur tous ces tellement de sujets que j'ai envie d'évoquer au travers de ton parcours. En 1977, tu lances ensuite Tartines et Chocolat. Comment est-ce que s'est passée cette idée dans ton esprit pour transformer une simple idée finalement en un succès mondial? Alors, je suis toujours obligée de faire des phrases un peu longues. Ce premier mari que j'ai, avec l'usine, je le quitte la nuit de mes 10 ans de mariage, je lui laisse l'usine, la maison, et je pars le 7 décembre 1974, dans la nuit, avec mes 3 enfants sous le bras. Et je vais à Cadaqués, là où on va en vacances. Là, on va en vacances depuis qu'ils sont nés. Et en 68, quand j'ai mon 3e enfant, je suis très fatiguée, parce que je viens de faire 1444 boîtes d'allumettes pour un client. Et maman me dit, va te reposer à Cadaqués, je garde les enfants. Et à Cadaqués, je déteste le bruit, donc c'était début juin, il n'y avait pas de clients. Je prends une chambre, les 2 d'à côté et une au-dessus. Je prends 4 chambres, en fait, parce que j'avais gagné beaucoup d'argent avec mes 1444 boîtes d'allumettes. Et on m'a fait un prix, tout le monde me connaissait à la caisse, donc on me fait un prix. Et là, tu vas voir comment j'écris ma vie. Là, je suis venue pour m'opposer, on est d'accord. Hein. J'ai 4 chambres, c'est payé, je vais pouvoir dormir, maman s'occupe de mes enfants et tout ça. Ça, c'est le plan initial.
Premier soir, je descends sur la place, et là, sur la place, il y a, comme d'habitude, des hippies à Cadaqués, que des beaux gosses, parce que c'est que des hippies de Boston, tous les Bostoniens qui viennent voir Dali, c'est toute la bande de Dali qui est là. Et je leur parle, et puis je leur demande où ils dorment, et ils me répondent qu'ils n'ont pas de chambre. Donc, en une seconde, je dis, OK, moi j'ai 4 chambres, j'invite tout ce monde-là, donc l'inverse de ce que je devais faire, c'est ce que je fais. Et parmi eux, il y a un plus beau gosse tumeur, les cheveux ici, les yeux bleus, 20 ans, les cheveux longs, et je rigole en disant, il y a un beau gosse dans la bande. Mais celui-là, tu le touches pas, il a la syphilis. OK. Je dis, OK, il a la syphilis, et on le soigne, quelqu'un s'occupe de lui. Personne ne s'occupait de lui. Donc, non seulement je ne me suis pas reposée, non seulement j'ai donné toutes mes chambres, mais toutes les 3 heures, je me suis occupée de ce mec pendant 2 semaines pour faire des piqûres pour le soigner de la syphilis. Et quand j'ai écrit mon bouquin, mais c'est des années après que l'idée m'est venue qu'en vérité, en 68, en soignant ce mec qui est de Boston, je vais écrire ma vie. Puisque 6 ans plus tard, quand je retourne à Cadaqués en janvier 75, enfin en décembre 74, je retombe sur des hippies. Et il y a tout le temps des hippies partout. Et je parle avec eux, et donc ça les intrigue, des enfants qui ont 10 ans, 9 ans, 8 ans, une fille très jeune, etc. Et il y en a un qui me dit, mais c'est pas toi qui as soigné Joe? J'ai dit, Joe Scalziano, oui. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il était tombé amoureux de toi, donc il a épousé une fille qui te ressemble, il s'est marié, et il a divorcé, et il est reparti chez ses parents à Martha's Vineyard. Je dis, Martha's Vineyard, c'est quoi? Donc Martha's Vineyard, c'est très très peu connu, c'est vraiment un truc pas de snob, de super méga snob, ce que je suis, et fier de l'être. Donc, il y a ceux qui vont à Cadaqués parce qu'on est des pifious, copains de Dali, tout ça. Et les gens qui vont à Martha's Vineyard, c'est tous les gens de Boston, les gens chicos de Boston. Et du coup, j'appelle ce mec, là on est en 75, je ne l'ai pas vu depuis 68, et il m'invite. J'appelle mon mari, je fais envoyer 4 billets en prépède pour Boston. Et j'arrive à Martha's Vineyard. Et pourquoi je t'ai raconté cette chose si longue? C'est parce qu'à Martha's Vineyard, c'est là que tous les présidents des États-Unis ont des maisons de vacances, dont les Kennedy. Et quand j'arrive, le mec, il a pris 15 kilos, il a une gueule de con, il a les cheveux courts, il a pris du bide, il joue de la guitoune. C'est pas du tout le même. Mais je vais devenir pote avec des tas de gens qui vont tomber amoureux de des storytelling, comme ça, la French girl avec ses 3 enfants, qui a quitté son mari, sex addict, enfin bon, tout ça. Et je vais rester, du coup, à Martha's Vineyard plus longtemps que prévu. Et puis, je vais faire des allers-retours. Et le 18 octobre 1976, je venais de passer 6 mois à Paris dans un job où j'étais super payée, j'aurais jamais dû donner ma démission. Je pense que c'est comme si j'étais payée 30 000 euros d'aujourd'hui. Et je donne ma démission parce que le mec organise des partous, et ça me saoule, tous ces gens. Moi, je me casse. Et en me cassant du bureau, je tombe sur son meilleur ami qui est Antoine Veil, le fils de Simone Veil, qui me dit « Mais Catherine, pourquoi tu pars? Tu es directeur général, tu n'auras pas de... » Je dis « C'est pas grave. » Et donc, je dis « C'est pas grave. Je sens qu'il faut que je retourne à Martha's Vineyard. » Donc, comme j'ai quand même de quoi payer les billets avec mes enfants, me voilà repartie à Martha's Vineyard, mais sans réfléchir, là. Juste pour dire bonjour à mes potes, mais pour réfléchir. Et là, le 18 octobre 1976, à 10h du matin, il y a Jacqueline Kennedy qui est là avec ses 2 enfants sur la plage. Et donc là, j'aurais dû aller lui parler, parce qu'on avait des tas d'amis communs, Carly Simon, son mari, le chanteur.
tous ces gens que j'avais connus, qui étaient que des gens très, très, très haut de gamme, tous, c'était un petit cercle. Eh ben non, là, la petite Catherine, elle est comme ça, elle bouge plus, elle voit l'enterrement, elle voit les 2 petits-enfants avec les manteaux bleu ciel, et elle se dit d'où viennent ces manteaux, elle se dit, tu peux pas savoir, il n'y a pas de marque mondiale de luxe pour enfants. Il y a des marques mondiales de bijoux, de voitures, de bagages, de mode, de parfums, de tout, de tout. Il y a tout pour tout, il n'y a rien pour les enfants. Donc ça, c'est le bon Dieu encore qui me donne tout ça. On est encore en nanosecondes. Je ne réfléchis pas. Je vais réveiller mes enfants qui disent « Maman, écoute, ça va, je vais faire fortune. Maman, on bouffe du riz depuis 2 ans. T'as eu 4000 idées depuis 2 ans. » Je dis « Oui, mais là, je vous assure, je vais faire fortune. » Et je rappelle mon toujours mari qui me renvoie 4 billets. Et là, je vais... Tartine chocolat arrive dans ma tête. C'est-à-dire qu'entre le moment où je vais à la poste lui téléphoner, je pense que la collection, elle est déjà toute faite. Il faut juste que je rentre. Il faut juste que j'y arrive. Donc j'y arrive. Je retrouve à mon père. Là, c'est plus du tissu à carreaux rouge et blanc et bleu et blanc que je demande, mais des rayures roses et blanches et bleu ciel et blanches. Et je commence à dessiner ce que va être un nid d'ange, tout l'univers d'un bébé qui vient de naître. Le bavoir, un petit, un grand, le tour de lit, le nid d'ange, une tenue fille, une tenue garçon, un sac à langer, un drap de bain, un petit peignoir de bain, enfin, la housse de carnet de santé. Il y a 24 ou 25, je ne sais plus combien, je crois qu'il y a 25 pièces. Non, il y a 24 pièces et je peux, avec le tissu que mon père me donne, enfin me vend, je peux faire 25 pièces de chaque en bleu et 25 pièces de chaque en rose. Et là, on est fin novembre. Il s'est passé 15 jours. En 15 jours, j'ai tout découpé et tout ça. Et là, un dimanche soir, j'ai un copain qui me force à sortir un dimanche soir. Je dis, arrête, les empaumés qui sortent. Mais, donc, tu me demandes en combien de temps ça se passe, tu vas voir. Là. Et là, je dis, les gens bien, ils sont chez eux, devant un plateau télé, et ils vont pas en boîte de nuit un dimanche soir. Oui, mais toi, tu passes ton temps à bosser. Depuis 20 ans que je te connais, il me connaissait de Dinard. C'était un copain de Dinard. Et il me force à aller dans une boîte qui s'appelle L'Aventure, au 4 avenue Victor Hugo à Paris. Et quand on arrive là, il y a un couple à gauche, et là, il y a 4 garçons. Et nous, on se met là. Et là, moi, je ne vois pas rien, je vois lui. Je le vois, lui, le beau Bertrand. Et là, je dis, ce mec-là, ça va être mon mari. Donc, le temps que je me retourne vers mon pote pour le lui dire, Bertrand, il n'est plus là. Ils sont plus que 2. Et là, je suis complètement vénère. Il me dit, il y a quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je raconte. Il me dit, c'est trop con, il a failli être ton mari, il ne le sait pas, il est parti. Oui, vous êtes tous pareils, de toute façon personne ne me comprend, je suis incomprise depuis que je suis petite, je suis trop forte, mais je suis trop faible, mais je suis trop con, et puis je suis trop intelligente, et de toute façon personne ne me comprend. Donc je me lève, et je vais voir les 2 mecs qui restent. Et je demande le numéro du mec. Mais lequel mec? Ils sont 2. Ben, le beau gosse. La notion de beau gosse, elle n'est pas la même pour une fille que pour un mec. Donc, mais je pense quand même qu'il savait bien que Bertrand, il est particulièrement beau gosse. Et je dis, je suis quand même un blouson de cuir, mais ils ont tous des blousons de cuir. Bon, bref. J'ai pas eu son numéro. J'ai donné le mien. Et pour vous montrer comment se passe ma vie, il faisait Sciences Po Lyon, il avait raté le train de 22h30. Il venait chercher la clé du studio d'un de ses copains, et qui avait un appartement, et il déteste les boîtes de nuit. Il a détesté les boîtes de nuit toute sa vie. Il est passé 5 minutes dans cette boîte de nuit. Alors on va dire peut-être 6, peut-être 7. Peut-être qu'il était là depuis... Mais en tout cas, vu la fulgurance avec laquelle il est parti... Et là, son pote rentre se coucher à 3h du matin et lui dit, bon, voilà le numéro d'une nana qui te cherche. Entre-temps, il va prendre son train à 6h du matin pour faire Sciences Po Lyon. Il fait Sciences Po Lyon. Il sort de Lyon à 6h du soir. Il met sa main dans sa poche pour prendre ses Winston, pour fumer sa clope.
Et il tombe sur mon numéro de téléphone et il m'appelle. Et il dit, il paraît que vous me cherchez. J'ai dit oui. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours, le 4 décembre. Et là, on était le 22 novembre. Il me dit, je reviens à Paris le 4 décembre. Et on déjeune ensemble le 4 décembre. Et il va me présenter tous ses potes. Il a 19 ans et moi, j'en ai 29. Et on décide de passer Noël dans mon usine, où je vais faire coudre tous mes 24, enfin 25. Et là, mes enfants donnent des noms à tout le monde. Moi, je m'appelle Tartine parce que je mange du pain et du beurre depuis toujours. Et ils s'appellent les copains de Bertrand. Bertrand vient avec 5 copains. Bonne soupe, mauvaise soupe, spaghetti, ketchup et Bertrand, chocolat. Et le 17 janvier 1977, à 7h du matin, je fais le rapprochement entre tartine et chocolat et mes 24 fois 25 trucs qui étaient dans la boîte. Et là, je vais déposer la marque. Je vais pour déposer cette marque. Donc la nana de l'INPI me demande dans quelle classe. Alors, vu que tartine et chocolat, il y a je ne sais pas combien de trucs, elle me donne un papier, un crayon, elle me dit « mettez-moi tout, je reviens ». Et elle revient un quart d'heure après avec un devis à 9 000 francs. Parce que ça fait 23 classes. Entre les biberons, la tétine du biberon, elle est glacée avec les capotes anglaises, elle n'est pas glacée avec le truc en plastique, qui lui est dans les bouteilles en plastique. Bon, bref. Et je les prends où, les 9 000 francs, hein? Bertrand, il fait Sciences Po. Moi, j'ai plus un rond. Et là, il est là-haut, il me suit. Comme ça. Et là, avant d'arriver j'habite chez mes ex-beaux-parents qui m'ont prêté un appartement. Et là, sur le trottoir, j'entends Catherine. Et c'est un type qui était en tôle, en 66, qui était amoureux de moi, de me voir venir tous les jours avec mes 2 enfants, tous les 2 jours avec mes 2 enfants au parloir. 6 octobre, 6 mars, tout l'hiver. Donc il m'a vu, il a dû tomber amoureux de moi à cette époque-là, en 66, et là on est en 77. Et le mec, il est au bord de la route. Et il m'offre un café, et il me prête 10 000 francs. D'accord, comme ça. Mais c'est ça, c'est ma vie. Une succession de... Ça n'est que, je dis, c'est comme les alignements de planètes pour Macron. Si Fillon n'avait pas été arrêté, et si Juppé n'avait pas fait la chochotte à être numéro 2 et à ne pas vouloir y aller parce que ce n'était pas lui le premier, Macron n'aurait jamais été président. Mais il y a eu un alignement de planètes entre Fillon et Juppé et le reste. Et dans ta vie, est pareil, à chaque fois. Et moi, c'est que ça. Et avant qu'on en vienne à un autre alignement de planètes qui est assez dingue, comment on fait pour passer de cette idée tartine et chocolat avec ses 25 références à succès planétaire que alors, ça a été alors, ça, je t'ai dit que j'écoutais, j'entendais. C'était beaucoup la mode de Pierre Cardin. Et Pierre Cardin, j'avais entendu que c'était Monsieur Licence 6%. J'avais entendu. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quel moment ça s'est mis, à quel endroit ça s'est mis dans ma tête, mais il y a Pierre Cardin qui fait des licences sur des produits autres que les vêtements qu'il crée. Les chaussures, les lunettes, les machins. Bon, bref. Donc, tout ça, ça se met là-dedans. Donc, je fais mes 25 produits. Déjà, faut commencer à les vendre. Pour les vendre, je sais qu'il faut aller dans la boutique la mieux de Paris, donc je vais dans la boutique la mieux de Paris. Le mec m'ignore, me donne un rendez-vous, mais il me parle pas, il parle avec des gens, donc je me casse et je dépose les 25 produits en disant c'est pas un prêt, c'est pas un dépôt, c'est un cadeau, avec une liste. Et là, il y a une nana enceinte de 6 mois d'une petite fille qui arrive 1 heure après que je sois partie. Et le mec lui dit « Ah, j'ai en exclusivité une nouveauté incroyable, blablabla, blablabla, blablabla. » Et donc, je suis déjà dans la meilleure boutique. Pour répondre à ta question, je suis déjà dans la meilleure boutique. Après, je me dis, il faut que je sois très, très visible. Pour être visible, il faut que je fasse un truc qu'on voit de la rue. Donc quand même, je réfléchis, hein, je n'ai pas fait d'études, mais je suis tout le temps en train de réfléchir.
Et je me dis, ben, le truc qu'il faut, qu'il fasse le plus beau truc et le plus gros truc qu'il y a dans la rue, c'est un landau. Et des années avant, quand j'avais encore l'usine, peut-être 4 ans avant, ou 3 ans, ou 5 ans, et il y avait un type, il y avait une usine de landau, de poussettes et Youpala, qui s'appelait Youpala, la boîte, était venu me demander de lui fabriquer une quantité genre énorme, genre 3000 petits sacs dans une durée de quelques jours. Et donc, mon espèce de mari queutard me dit « Tu es complètement dingue, jamais on y arrivera. » Je dis « Va là où tu sais aller d'habitude, retourne-y. » Je rassemble tout mon personnel, les 120 filles, garçons, et je leur dis « Écoutez, on a cette commande, c'est inespéré, financièrement, on est à 8 jours de Noël. Voilà la prime que je vais pouvoir vous donner. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on s'y mette tous, que vous reveniez après le dîner ?» Et ils m'ont tous dit oui. On a fait la commande des 3000 ou 5000 sacs, je ne sais plus. On a livré notre truc. Et quand je vais voir monsieur Monod, donc là c'était des années plus tard, 177, et que je lui raconte que je suis en train de monter la première marque mondiale de luxe pour enfants. Et qu'évidemment, il faut un landau, une poussette et un transat. Et je lui dis combien vous vendez. Alors il me dit 1000 francs, c'était Bordeaux ou gris. Je dis ben, les miens, ils vont être bleu ciel et blanc et rose et blanc. Je vous fournis le tissu. Et c'est vous qui les vendez, c'est vous qui produisez, qui vendez dans. Et moi, je voulais. Je les mets dans mes boutiques, je les mettrai dans mes boutiques et sur mes stands, je vous présenterai dans mes stands. Et pourquoi j'ai fait 2 choses en même temps ce jour-là. J'avais aussi vu un château, une semaine avant, et il fallait genre 15 000 francs par mois pour payer un crédit. Et donc là, j'ai le chiffre de 15 000 francs dans ma tête, et je dis à monsieur Dubois, à monsieur Monod, je voudrais qu'il y ait un minimum garanti, si vous êtes d'accord, de 15 000 francs par mois et tout ça. Et il me dit oui. Donc, non seulement j'achète le château, j'ai mes landaux qui vont aller dans la rue, j'ai ma marque qui va aller dans la rue, à Pâques, à la Baule, on va avoir que ça sur tout le remblai, etc. Et le premier chèque que M. Monod me donne est de 55 000 francs. Presque 4 fois, pour vous montrer. Alors, chaque histoire, donc c'est le début. J'ai le début d'une licence. Après, c'est hyper facile d'aller voir d'autres gens pour faire d'autres licences. Donc la deuxième personne que je vais voir, c'est les pluches. C'est les pluches, et c'était avant de pouvoir acheter la machine à faire les sets de table en forme de pommes et de poires, j'allais dans une usine de peluches la nuit, toujours pendant que mon mari me laissait toute seule. Finalement, ça m'a bien rendu service. Je mettais mes 3 enfants dans la 4L et j'allais passer plusieurs heures avec mes rouleaux de plastique dans l'usine. Il avait son neveu Clément qui m'attendait. Et je repartais avec mes 10 000 sets de table et jusqu'au jour où j'ai pu avoir ma machine. Mais là, quand je vais voir M. Dubois et que j'ai déjà tartiné chocolat, qui a déjà 2 ans, qui a déjà une licence il dit tout de suite oui pour faire des lapins et des ours roses et bleus. Et la licence des doudous tartines va être une des plus grosses licences de doudous. Et comme on a un temps assez réparti, je te le fais court, à un moment donné, je vais faire le parfum, il va y avoir l'eau de toilette avec Givenchy. Mais là, c'est pareil, c'est un coup de bol absolument incroyable. Mais elle est liée à l'histoire de la pluche, donc je vais te la raconter. Tartine et chocolat, c'est 77, et en 85, j'ai le prix de meilleure femme d'affaires, Veuve Clicquot. Et Veuve Clicquot fait partie de... C'est le début de LVMH, et Veuve Clicquot a racheté Givenchy, ou Givenchy a racheté Veuve Clicquot. Je ne sais pas qui a racheté qui. Mais comme c'est le prix de femme d'affaires Veuve Clicquot, il y a les gens de chez Givenchy qui sont là.
Il se trouve que dans mon château, à un moment donné, j'étais montée dans le grenier et j'avais vu 3 bouteilles, des flacons comme ça avec un bouchon carré, petit sambon, grand sambon, fait dodo et une paire de bottes Hermès taille 35. Et je m'étais dit, c'est pour moi, ça, un petit sambon, ça... Et là, ce soir-là, on me remet mon prix. Il y a Chirac, il y a Giscard, il y a tout le CAC 40, parce que j'avais loué une chasse présidentielle avec un mur de 7 km. Mon bras droit, c'était soit Chirac, soit Giscard. Enfin, bon, bref. J'étais au bon endroit. Et là, il y a tous ces mecs-là qui sont là. Et moi, je veux juste parler au patron des parfums Givenchy. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, toute la soirée se passe et je vais le voir et je vais lui dire, écoutez, j'ai un truc à vous dire, mais là, je suis un peu fatiguée, j'ai été une grosse journée. Mais c'est pour vous, vous allez me remercier. Il me dit, c'est quoi? C'est une surprise, est-ce que vous pouvez venir à mon bureau demain matin, enfin demain? Et il me dit, oui, je viens à 11h. Donc, il vient à 11h. Il y a les 3 flacons, petit sambon fait grand sambon fait dodo. Et l'univers est bleu ciel et blanc. Tout est bleu ciel et blanc. Ça fait 2 ans et demi qu'on manque du bleu ciel et du rose. Et là, je lui dis, il faut qu'il y ait absolument ce petit sambon. Et il me regarde et dit, bon, il est où le problème? On a la marque, tartine chocolat. On a le nom, le petit sambon. On a le code couleur, c'est bleu ciel et blanc. Ben, il nous manque une mascotte. Ben, je dis, ben, c'est facile, je prends mon téléphone, j'appelle Frédéric de chez Nounours, de la société Nounours, qui me dit, Madame Pavin, il vous faut quoi pour hier? Alors je dis, Frédéric, tu vas à la page 85, page des hérissons. Il me dit, qu'est-ce que vous avez en tête? Je vous allez voir. Je dis, j'ai 3 enfants, les enfants, ils adorent les hérissons et les kangourous. Je dis, on va faire un hérisson vertical avec une poche et dans la poche, on va mettre le parfum. Mais ça prend le temps de te le dire. Je lui dis ça. Tu vas à page 85, tu as tous tes hérissons, tu prends le taille 25, tu le fais tout bleu ciel et blanc, le faire marron. Tu fais toute la crinière derrière blanche, tout autour c'est bleu ciel, et sur son ventre, tu mets la rayure. Et dans les oreilles, et dans les petites pattes, tu mets la rayure bleue. Et tu vas me faire une poche. Quelle taille la poche? Alors je dis, 15/12. Le hérisson arrive 2 jours après. Vous le croyez qu'en 87, on en a vendu 6 millions? 6 millions d'hérissons. Au Japon et dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a fait un carton, on a fait un lancement devant toute la presse internationale, à Paris, à Londres, à New York, tout. J'ai fait un marathon de lancement de dingue. Et donc, réponse à votre question, ben voilà. Je savais qu'il fallait des licences pour apporter de l'argent frais, pour pouvoir ouvrir des boutiques à moi, et c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vous parle de licences, mais j'ai fait licence chaussures, licence bonnet, licence tapis, licence papier peint, licence papeterie, confiserie. Il y avait 23 licences. Là, on parle de Petit Sambon, mais Petit Sambon, encore aujourd'hui, c'est le leader du monde, ouais. Premier mondial. Encore aujourd'hui, ouais. Des années plus tard, des dizaines d'années plus tard. Depuis ce jour-là, les gens viennent chez mon fils dans sa maison d'hôte. Et je crois qu'il n'y a pas un week-end où on ne parle pas du Petit Sambon. Parce que c'est que des bobos de 30 ou 40 ans et ils y habitent tous à Paris et ils ont tous été élevés avec tartine de chocolat ou Bon Point. Complètement. Donc vous avez la réponse à comment faire de l'argent frais. Et du coup, j'ai commencé à avoir un château et puis après un deuxième château et puis j'ai continué. Un autre point, dans cette épopée folle, et effectivement, il y a énormément de choses à raconter, comment est-ce que tu as vécu la perte de Tartine et Chocolat, ce projet qui t'a tant défini et qui Alors, je l'ai mal vécu, mais ça a duré 10 ans. J'ai fait un procès parce que j'ai dû le vendre pour donner une pension alimentaire à mon mari. Et j'ai dû le vendre aussi parce que le Coréen qui donnait 3 millions de dollars par an de royalty, c'était mon argent de poche, même après mon divorce. Il a pris sa retraite, le Coréen, et le jeune Coréen qui l'a remplacé, c'était un mec genre Bernard Arnault, qui a dit c'est quoi ce bordel? C'est une nana que son mari a quitté, elle habite dans un village de 2 habitants et elle chiale 15 heures par jour. Donc elle ne va pas venir. Donc le mec a continué de me payer tartines de chocolat tous les 3 mois. Et une fois mais il avait changé le nom des magasins, il appelait ça Catherine Pavin présente Alfonso.
Donc il a ruiné la marque Tartines à chocolat. Du coup, les Japonais ont arrêté de payer j'étais en pourparlers avec des Chinois, ça s'est arrêté. Enfin, il y a Taïwan, tout ça s'arrête du jour au lendemain. Donc moi, je pars en Corée pour 3 jours pour voir ce qui se passe. Et en fait, j'ai passé 7 mois en Corée parce que le mec, je l'ai mis en prison, mais il a fallu trouver un autre. Et la marque Tartines de chocolat n'existait plus. Donc j'ai passé 7 mois dans la chambre 1930 du Hyatt, dans la journée voir des avocats, les chaînes de télévision, aller raconter toute mon histoire à tout le monde et dire qu'il fallait qu'on m'aide, que mon mari m'avait quitté, qu'il fallait que je retrouve une autre licence. Enfin, j'ai mis 7 mois à faire ça. Arrive Noël 2003, donc c'est la première fois que je suis pas avec mes enfants. Mais c'est vraiment une story absolument encore plus incroyable que les autres. Parce que là, c'est encore une fois le destin qui s'écrit. Et il y a deux, à l'issue de ça, il y a 2 solutions possibles. Et je ne vais pas prendre la bonne. Enfin, finalement, j'en sais rien si je n'ai pas pris la bonne. Mais celle que j'ai prise, tu vas voir laquelle c'est. Donc, il y a le 24 décembre 2003. Et là, donc, je suis au Hyatt. Je descends à 9h du matin pour voir les concierges. Et ils savent qu'avant, j'habitais au Bristol à Paris. Donc, quand j'étais riche, j'habitais dans un hôtel de luxe. Et c'est au Bristol que j'ai connu le mec de la Corée. Donc, la boucle était bouclée. Donc là, je vais voir le concierge. Et je dis, on ne peut même pas se suicider. On ne peut pas ouvrir les fenêtres. Et Madame Pavin... je dis oui, c'est le premier Noël que je fais sans mes enfants depuis toute ma vie, c'est pas possible et tout ça. Il dit écoutez, vous devriez aller à Hong Kong, c'est la fin du SRAS. Hong Kong est en folie, il y a les Stones qui vont venir donner un concert, etc. Vous devriez aller et monter dans votre chambre, faites-vous un sac et je m'occupe de tout. Bon, bref. 13h17, je check-in au Hyatt de Hong Kong. Et là, j'entends. Vous êtes Catherine Pavin ? Ben oui, et vous, moi je suis le patron de l'hôtel. Franz Kratz, bonjour, le PDG de cet hôtel. Et je lui dis, comment vous me connaissez ? Il me dit, je vous connais parce que j'ai eu l'honneur de travailler 2 ans au Bristol avec M. Ferchaud qui était le président, mais il n'y a que lui qui s'occupait de vous et nous, on avait pas le droit. Et il me dit, mais vous connaissez des gens ? Je dis, non. Enfin, si, je connais un Bertrand Michaud. Bertrand, c'est le nom de mon mari, de mon ex, et Michaud, c'est le nom de son meilleur pote. Et Franz Kratz me répond, je déjeune à 2h avec Bertrand Michaud. Elle n'est pas belle, celle-là ? C'est d'accord ? Donc je me retrouve à 2h devant Bertrand Michaud, qui est patron de la CCI de Hong Kong et PDG de Hermès Asie. Et il fait partie de tous les expats qui ne sont pas rentrés à Paris pour Noël. Le mec, on déjeune à la Maison de la Chine, me dit, et à un moment donné, Franz Kratz est rappelé parce qu'il y a une grosse merde à l'hôtel, donc je suis toute seule avec le mec, avec Bertrand. Et il me dit, je vais vous dire un truc, mais je ne vais pas vous le dire 2 fois. Tout ce dont vous avez envie, puisque vous êtes là une semaine, vous me passez par moi. Mais je ne vous le dis pas 2 fois. Déjà, ce soir, vous êtes notre invité. Donc le soir, dîner avec 6 ou 7 couples d'expats. On est 14 ou 16 ou 18, je ne sais plus très bien combien on est. Et tous ces gens ont 40 ans. Tous ces gens sont plus respectueux et bienveillants que normal. Je ne comprends pas comment ils sont comme ça avec moi. Ils sont tous chez Hermès, chez Dior, chez Nina Ricci, chez Chanel. Mais alors, moi, j'ai juste Tartines et chocolat. C'est en écrivant ma biographie en 2015 que je me suis dit, oui, mais eux, c'était des employés, c'était des salariés. Et moi, j'avais ma propre boîte que j'avais montée toute seule. Donc, ils étaient admiratifs. C'était ça. Mais sur le moment, quand tu as tout qui merde, tu vois pas ça. Parce que j'étais épuisée de me battre avec ces putains de Coréens. Et j'étais crevée. J'ai pas eu le temps d'analyser. Et il me dit, demain, il y a une surprise. Demain midi, il y a une surprise. Et là, la surprise arrive. Une fille de 28 ans, qui s'appelle Jennifer Hu,
qui est l'héritière unique de Len Crawford. Len Crawford, c'est comme la Samaritaine, à Hong Kong, en plus grand. Et la nana, elle arrive de 10 ans d'Harvard, et on lui présente Madame Painvin, le parfum, le petit sambon, nanana. Et elle est devant un ovni. Et moi, je suis son ovni à elle. Elle, c'est mon ovni, et moi, je suis son ovni. Donc, on se tombe dans les bras, et tu sais ce qu'elle me dit? You know what? We're gonna invade China. You lost Korea, we're gonna invade China. Et on se prend dans les bras comme ça. Donc, elle est pas belle la vie. Le Bertrand, on ne peut pas l'oublier, lui. Hein. Lui, il est inoubliable. Hein. Il n'est pas là, mais il est là. Hein. Au cas où il raterait un épisode de quelque chose. On ne sait jamais. Il a été marié 23 ans, avec bateau, à voile, et chasse en Afrique, et chasse tous les week-ends pendant 6 mois de l'année. Il était bien, Bertrand. Et là, le Bertrand, il appelait tous les 3 jours, je t'aime, mais je ne peux pas venir, je t'aime, mais je ne peux pas venir, je t'aime, mais je ne peux pas venir, mais je viens le 4 janvier. 4 janvier. Il n'est pas venu le 24 décembre. Il n'est pas venu le 25. Il n'est pas venu le 31. Il était occupé. Mais il peut venir le 4 janvier. Et bien moi, j'ai fait quoi pendant ce temps-là? Vu la rapidité avec laquelle tu m'as vu faire les choses depuis le début. Donc là, Jennifer je la rencontre donc le 25. Et le 26, on me présente Eric Meyer, avocat français, The Best One. En une semaine, on a trouvé des bureaux, on va faire tartiner chocolat en Corée, en Chine. Ça s'appelle W5W, World, Wild, forcément, 5 continents, 5 de Chanel, 5 Children, 5 ce que tu veux. Et là, la femme de Franz Kratz, qui travaille à la CCI avec Bertrand Michaud, elle a dit, s'il te plaît, laisse-moi devenir patron de Tartines Chocolat Inc., enfin Tartines Chocolat Asie. Il a dit oui. Donc il y a Maryse, il y a les bureaux. J'ai appelé ma banque, j'ai fait livrer $100 000 ouvert un compte à l'HSBC. J'ai appelé mon bureau qui envoie en DHL la déco, tout. Le 3 janvier, tartines et chocolat. Tu rentres dans les bureaux, tu penses que c'est là depuis 10 ans. Et arrive Bertrand, le beau Bertrand. Le billet en bleu marine, le cachemire bleu marine, le manteau qui va bien, le bon jean et tout qui va bien, et ils m'emmènent déjeuner, évidemment. Et moi, la conne de service. Parce que, alors, avec les hommes, là, je peux être grand croix de la Légion d'honneur. Hein. Là, au niveau, ce qu'il ne faut pas faire et que j'ai fait, là, je vais être grand croix un jour, rien que pour ça. Le Bertrand, au restaurant, je lui dis, voilà ce que j'ai fait. Et il me dit, tu te prends pour qui? Tu crois que tu n'as pas pu garder la Corée? Tu crois que les Chinois t'attendent? Casser la petite Catherine. Parce que je suis amoureuse de lui, forcément. Et là, il me dit, t'as qu'un truc à faire, c'est vendre tartines pendant que ça vaut encore quelque chose. Avant, ça valait tant de dizaines de millions, avant la Corée, et maintenant, ça vaut beaucoup moins. Et il me dit, si tu veux, si tu me donnes les 13 ans qui restent, je m'achèterai une entreprise, je serai un homme d'affaires, et toi, tu pourras te reposer. Il m'a vendu ça. En 1 seconde, 2. Hein. Je précise. Il est plus rapide que moi, le mec. Hein. Et j'ai dit go my love, forcément, puisque je suis amoureuse de lui. Et il est allé me vendre tartine. Pour répondre à ta question, on a vendu tartine le 4 avril, payable en 5 fois. On m'a fait signer un contrat de styliste et non pas de vente, parce que si j'avais signé une vente, j'aurais dû payer la somme globale à la signature. Donc là, on m'a fait un contrat de styliste que j'ai signé, parce que je m'en foutais, moi, d'être payée à partir du moment où je récupérais Bertrand, la vie était belle.
Et entre-temps, j'avais été faire des dispensaires au Népal et en Mongolie. J'allais aller m'occuper de mes petits orphelins et de mes petits malades au Népal et en Mongolie. Et donc, il y avait zéro problème. À part que tout ça, c'était magouillé, arrangé entre l'acheteur, mon directeur financier et l'amour de ma vie. Hein, je ne sais pas dans quel ordre on va les mettre. On va secouer bien le coquetier et ils vont déposer le bilan 3 mois après. Donc, tout était donc arrangé. On ne fera pas de commentaires. C'est factuel, c'est ça qui se passe. Bertrand, le lendemain, je ne le vois plus. Je lui ai donné sa part. Il est parti s'acheter un bateau en Suisse, Moonfleet. Et je pleure. Donc, je pleure. Et donc, je vais à l'hôpital en Prosparé voir, comme je n'ai pas pris ma chimio pendant 7 mois, voir l'état des mélanomes au bout de 7 mois. Et là, il me faut une prise de sang et je m'évanouis. Et en fait, j'ai 100 000 globules blancs au lieu de 4 500. Et j'ai donc une leucémie, mais on ne le sait pas tout de suite. On va attendre. Il va falloir faire plusieurs tests pour voir ce que j'ai. Donc, réponse à ta question, je n'ai pas le temps de voir tartine, ce que ça va me faire, vu que là, j'ai et cancer de la peau et leucémie, et que je vais bientôt ressembler à Mérou avec les traitements. Donc, qu'est-ce que je fais avec l'argent qui reste sur la première partie? Je suis allée mettre 500 000 € en compte courant dans ma maison d'hôte que j'avais achetée en Aubrac. Et j'ai fait un restaurant et je suis devenue aubergiste. Et là, je vais faire un procès qui va durer 10 ans. Je gagne tout le temps. Et la marque a été revendue 25 millions d'euros à une société fiduciaire qui appartient à l'acheteur. Chaque fois que j'ai gagné mon procès, il y avait moins 500 000 sur les comptes. Les comptes étaient tous en débit. Et j'ai tenu 10 ans comme ça à faire des procès. Et puis à un moment donné, au bout de 10 ans, j'ai appelé mon avocat, j'ai dit « je suis épuisée, tu ne gagnes pas le même argent avec une maison d'hôte, même si c'est Johnny Depp qui vient. Surtout si c'est Johnny Depp qui vient, parce que tu ne vas pas le faire payer, Johnny Depp. » Même, il m'a fait un virement énorme et me donne un énorme cadeau pour mes 60 ans. Mais je veux dire, une maison d'hôte, c'est pas les 4000 personnes qui travaillent dans le monde pour tartiner chocolat. On est d'accord. Donc, je fais ce procès, mais je gagne pas de fric. Enfin, j'ai pas beaucoup d'argent. Et je dis à l'avocat, qu'est-ce que je gagne si on arrête ? En décembre 2014, en décembre 2014. J'avais vendu en avril 2004. Il m'a dit, tu vas gagner 75 000 € de frais de procédure, parce que tu as toujours gagné. Je lui ai dit, on fait ça. Et j'ai pris 2 billets en business et je suis partie voir qu'une copine à Hong Kong, à Shanghai, voir Guillaume et Margot. Et ça m'a pas marqué de perdre tartine et chocolat comparé à mon chagrin d'amour. Alors, Bertrand, il n'écoute pas mes podcasts, évidemment, il ne les écoute pas, mais c'est ses potes qui les écoutent, qui lui répètent toujours le passage Bertrand. J'étais une femme extrêmement amoureuse, extrêmement. Mais je suis extrêmement amoureuse, je suis extrêmement travailleuse, je suis talentueuse. Je peux te dire j'ai du talent puisque c'est pas le résultat d'études. Je peux faire des études. C'est juste lui là-haut qui m'envoie des wagons, des kilomètres d'informations que je mets à exécution parce que je peux pas rester 5 minutes à rien faire. Et que quand je vais te quitter, que je vais mettre une demi-heure pour aller à Paris, je vais encore inventer un nouveau truc. Et c'est comme ça. Mais mon chagrin d'amour n'est pas réglable. Ça ne se règle pas, parce que l'amour, ça ne se quantifie pas. Enfin, je veux dire, c'est inquantifiable. Les choses d'argent, les choses matérielles, tu peux rebondir. Donc, je rebondis toujours, mais l'amour, tu peux pas. Donc,
tartine, réponse à ta question, tu as vu le temps que ça prend, c'est que je suis tellement fière de l'avoir fait, tellement fière depuis 8 ans que mon fils a sa maison d'hôte, que tous les week-ends on me parle de tartines et chocolat, du petit sambon, des ours, des pluches et tout ça, que je suis très très fière d'avoir fait ça. Et que ça continue. Tu le dis, dès que tu as 30 minutes, tu vas réinventer quelque chose. En parlant de se réinventer, pourquoi est-ce que tu as choisi Everwood pour te réinventer? Alors, c'était pas pour me réinventer, c'est pour pas que mon fils se suicide dans la minute. Parce que je me suis dit, lui, il a pas ma force de caractère. Sa femme s'était barrée en abandonnant les enfants. Je me suis dit, il va se suicider. On était dans le salon d'un grand château, comme ça, avec 2 énormes canapés, une énorme cheminée. La plaque de cheminée avait des coquilles Saint-Jacques. Je sais pas ce qui m'a pris. Je regarde les coquilles Saint-Jacques et je dis à Nicolas, il doit être là, il est 8h30 du matin, on prend notre petit déj. Et je lui dis, t'as vu, elles sont jolies ces coquilles Saint-Jacques. Alors lui, il a rien à foutre de ces coquilles Saint-Jacques. Il est dans son histoire, il veut mourir. Et ses filles ont 2 ans et 3 ans. Et je dis, tu sais, j'ai pensé à un truc, j'aimerais faire des têtes de lit en bois avec des coquilles Saint-Jacques. Ça, c'est la seule chose que je lui dis, tête de lit avec des coquilles Saint-Jacques. Ben, le Nicolas, qui n'est pas le fils de sa mère pour rien, me répond, tous les matins, quand je vais, je ne sais pas où, je passe devant un menuisier qui s'appelle Monsieur Fruchard. On pourrait aller faire des protos. Ah ben, je dis, si on fait des coquilles, si on fait des têtes de lit, on pourrait faire des tables de nuit, on pourrait faire des grandes tables basses, on pourrait faire des commodes, on pourrait faire des miroirs. Mais c'est 1 minute 32, hein, ça. Et c'est pas pour me réinventer, c'est pour le faire vivre lui, pour pas qu'il... Tellement je suis amoureuse de mes enfants, tellement ça passe avant tout. J'ai 5 enfants, mais tous mes enfants sont heureux, s'entendent bien. Ma fille a un cancer qu'elle a réussi à guérir. J'ai 2 filles qui ont perdu un bébé, mais elles ont eu des enfants l'année d'après, donc... Mais mes 5 enfants vivent bien, donc ça, c'est le principal. Mais c'était pour Nicolas, c'était pas pour moi. Et Everwood va devenir, comme tout le reste, on va prendre un stand au salon de maisons et objets, et on va faire je vais mettre du gravier par terre, je vais mettre un arbre, et là, on va faire des plaids. Et le premier client, je crois que quand on se met à faire des plaids, le premier client, il a 9000 chambres en Amérique. Donc à chaque fois, la providence ça tient à quoi, ça? Moi, j'ai pas de réponse. Hein. Si, j'ai la réponse que ça peut pas... Alors... Est-ce que tu penses que c'est de la chance ou... Oui, j'allais te dire, est-ce que c'est de la chance? Parce qu'on peut pas réussir tout. Or, professionnellement, je réussis tout. Parce qu'il n'y a pas eu d'échec professionnel. Il n'y a pas eu un seul échec professionnel. Quand on arrête Everwood, c'est parce qu'il y a la valeur entre le dollar et le franc qui n'est plus le même, et puis Nicolas veut revenir en France, et c'est là où j'ai ma leucémie, voilà. Donc il veut revenir en France et changer de vie. Everwood, c'était 92, et là on est en 2004, et il s'est remarié, il a 2 autres enfants, et il veut être à côté de moi puisque j'ai ma leucémie pour s'occuper de la maison d'hôte, et il veut faire de l'événementiel. Donc, mais là, j'ai rebondi quand même. C'est surtout en Aubrac que j'ai rebondi, surtout. Parce que je suis partie de vie de château, dans des châteaux 18e, où on ne voyait pas un chat. Bertrand voulait voir jamais que ses copains. Et c'était toujours que ses copains qu'on voyait. Et moi, je ne faisais que travailler. Et j'ai pas eu de vie privée, moi, vraiment, tu vois. C'était... Donc, d'avoir été faire l'Aubrac, tu vois, et d'avoir réussi en Aubrac, pour moi, c'était une très, très grande satisfaction. Et j'ai eu le prix, en 2004, j'ai eu le prix de Talent du Luxe pour quelque chose que j'avais monté en 2002, donc j'étais vraiment fière. Ça voulait dire que je suis tout le temps sur la ligne, je suis ma ligne. On parle de ligne rouge et des lignes vertes en ce moment dans géopolitique, mais moi, je suis ma ligne tout le temps. Tu as également eu la Légion d'honneur ? Alors, j'ai eu 2 fois, donc je l'ai eu en 2002 pour tartines et chocolat, et je l'ai eu en 2012, là où je suis officier, pour le comptoir d'Aubrac, parce que les gens du monde entier venaient chez moi et allaient après à l'Aïeul, allaient dîner chez Brasse, et je faisais
profiter de mes clients et je partageais avec Brasse ou avec tous les couteaux de l'aïeul tous mes clients qui étaient des clients très aisés et voilà. Comment t'en es venu justement à mettre en place tout ça et à créer tout cet écosystème qui a fait rayonner cette culture et cette région à ces niveaux-là? Alors l'Aubrac, Bertrand me quitte en 99, je perds 18 kilos, il me quitte en mars, je pars en Mongolie le 4 juin à 2h. Et Bertrand vend notre château le 4 juin à 16h. Ça, je ne le sais pas, je suis là-haut en train de chialer dans les airs. Mais je l'apprends le lundi matin. Et donc, le château, je savais que Bertrand voulait le vendre. Il était à son nom. Je l'avais mis à son nom comme cadeau parce que moi, j'avais tout le reste. Mais je lui avais dit, si tu le vends, parce qu'il venait de s'acheter un bateau de 30 mètres. Il y avait 14 charpentiers de marine, ça coûtait assez cher. Et il avait dit, on n'a qu'à vendre le château. J'ai dit, si tu vends le château, je vais mourir, parce que c'est le château de mon enfance. C'était le fameux château blanc. Et j'ai dit, je vais mourir si tu vends ce château-là. Donc là, je suis en Mongolie, et je rentre de Mongolie, et j'apprends qu'il a vendu le château. Donc là, je vais me sentir très, très, très mal. Et en février, mars, avril, mai 2000, je suis tellement maigre que je vais dans une clinique psychiatrique au Vésinet. Je vais au Vésinet. Et je suis la seule styliste, donc je dois quand même, là, il y a les perfusions, mais avec la main droite, je décide mes collections. Et mon chauffeur vient toutes les nuits m'apporter les échantillons de tissus, de rubans, de boutons, de galons, de tout ce qu'on reçoit. Et moi, je donne les dessins en échange. Dans la journée, j'ai mis où aller, quel galon, et tout ça. Et un jour, encore le destin, c'est fou. C'est pour ça que je donne des exemples, parce que les gens m'écoutent, il faut qu'ils fassent attention à tous les signes qui leur arrivent, parce que tu vois, quand j'ai dit à Bertrand Go My Love à Hong Kong, j'ai pris la mauvaise décision. J'aurais pu le regarder, espèce d'enfoiré, tu m'as quitté, t'as vendu mon château, et pourquoi je te ferais confiance pour vendre ma boîte? T'as fait quoi pour que je te fasse confiance? Et il était agriculteur sur nos terres, donc c'était pas trop fatigant, surtout qu'il y avait un agriculteur. Et donc là, j'ai pris la mauvaise décision. Mais si ça se trouve, si j'avais gardé Tartines et Chocolat et qu'il avait fallu aller produire en Chine, comme a fait Zanier le lendemain du jour où il a acheté Tartines et Chocolat, j'aurais peut-être fait faillite. J'aurais peut-être pas suivi, j'aurais peut-être pas su faire. Donc, même ça, je le prends. Même ça, je me dis que c'est pas bien grave, puisque Tartines et Chocolat, au moment où j'existe, au moment où je te parle, existe toujours. Et c'est comme si c'était moi qui faisais les collections. C'est exactement mon style. Alors, c'était quoi la question? Parce que là, j'ai perdu le fil. Je te parlais justement à la toute base de Everwood. Oui. Et puis, on a évoqué différents sujets. L'Aubrac. Exactement. Donc, une nuit, mon chauffeur m'apporte le courrier et il y a un magnum de Château Margaux et un téléphone portable. Et ma fille Margot me met, maman, fais gaffe, les deux sont interdits. Donc, évidemment, on se murge la gueule avec les 4 chambres d'à côté, avec la bouteille de Château Margaux, avec nos perfusions de Xanax et de Lexomil et tout ce qu'on avait pour nous endormir. Et là, le téléphone sonne le lendemain matin. C'est une nana du village d'Aubrac où j'allais depuis 15 ans, parce que je ne voulais pas que Guillaume et Margot soient des gosses de riches. On allait vraiment beaucoup à Courchevel ou au Carlton à Cannes, ou on vivait au Bristol quand on était à Paris. Et donc, 2 ou 3 fois par an, on allait à Aubrac dans des chambres à 100 francs. Et je voulais qu'ils voient ce que c'est que la vie dure. Et j'emmenais aussi, j'ai des petits-fils. J'ai un petit-fils de 40 ans, 39, et 2 de 39, et une de 38, tu vois. Donc, alors que Guillaume et Margot ont 42 et 41 ans. Donc, j'emmenais toujours tout ce monde-là en Aubrac.
Et là, la fille, le téléphone sonne et elle dit « Je ne vous ai pas vu depuis 1 an. Vous êtes où ?» Et là, j'éclate en sanglots. « Bertrand m'a quitté, nanana. » Elle me dit « Mais arrêtez de chialer pour un homme, aucun n'en vaut la peine. » Donc je m'évade de la clinique du Vésinet le 17 mai 2000, en culotte et en t-shirt petit bateau. C'est la seule chose à quoi j'ai droit. Et il y a 2 stations de taxi quand on sort. Et les infirmières me disaient que il y avait des pubs de moi, une pub pour les Échos. Choisir ma source d'information, pour moi, c'est primordial. Catherine Pavin, présidente directeur général de Tartines et Chocolat. Donc j'ai dit, je vais pas aller me mettre là, ils vont voir que je m'évade. Donc j'ai marché quand même pendant presque 1 kilomètre en culotte, sans que personne m'arrête. Et j'ai arrêté un taxi. Et là, j'ai dit, j'ai un accident de voiture, mes vêtements ont brûlé, est-ce que vous pouvez m'emmener? Parce que j'avais toujours mon appartement avec mes 2 enfants qui avaient 15 ans et 16 ans et Maria qui s'occupait d'eux. Et donc, j'arrive à l'appartement. Elle me dit, mais qu'est-ce qui... Donc, je lui dis, est-ce que vous pouvez payer le taxi, tout ça? Elle va payer le taxi. Et le lendemain matin, il y a eu un miracle. La Range Rover, qu'on n'avait pas fait tourner depuis 4 mois, démarre. C'est pas un miracle, ça? C'est quand même un véritable miracle. On va dans la Range Rover avec Guillaume et Margot, nous ouvre la partie en Aubrac, et j'ai acheté sa première maison en Aubrac. Et je fais faire va venir les Mongols, les Mongols de Mongolie veulent vraiment venir me retrouver pour pas que je sois toute seule. Et donc ils arrivent en septembre, et en février tout est fini. J'ai appelé ma maison l'Ermitage Himalaya, alors qu'Himalaya n'est pas né. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas allée au Népal encore. Mais pourquoi j'ai appelé ma maison l'Ermitage Himalaya? Peut-être que ça fait HH, comme Hermès Hollande et Hollande, ma carabine. Et j'en sais rien. Et là, la nana qui pousse la porte, elle est rédactrice chef du Figaro, madame. Et elle me fait 24 pages dans le Figaro, Madame Maison d'Écho. Le magazine va être vendu à tous les pays du monde. Et l'année d'après, je ne suis pas morte. J'achète la maison d'en face. Même histoire, à part que c'est François Vincent, le patron de LDéco, qui pousse la porte. Et là, j'ai 16 pages dans le LDéco qui vont partout faire le tour du monde. Et je me retrouve avec quelque chose auquel personne n'a droit, une maison d'hôte de 17 et 5, de 22 chambres. Et je suis complètement protégée par le gouvernement parce que j'ai eu une demande de rançon du djihad islamique, mais qui s'est bien finie. Mais entre-temps, il y a une note sur moi au gouvernement, encore aujourd'hui, que je dois être protégée. Parce que j'ai eu un truc et qui s'est heureusement bien fini. Et on m'a laissé faire ça. Et je peux t'en parler parce qu'entre-temps, depuis que j'ai vendu ma maison de 17 chambres, le mec qui l'a acheté ne peut en exploiter que 5. Et l'autre qui a 5 chambres, la fille peut exploiter que 5 chambres. Mais moi, j'ai eu la chance. Alors, tu m'as posé tu m'as posé la question sur la chance. Le hasard, la chance, le travail, j'en sais rien, les planètes qui s'alignent. Je sais pas, moi, je sais juste que je suis une infatigable travailleuse, tu vois, quand j'ai une idée en tête. Un jour, j'ai fait un podcast aussi pas payé, une conférence, c'était pas pareil. Il y avait 60 personnes. Et ils m'ont pas payé, ça s'appelait le Curiosity Club. Et ma fille m'engueule, me dit « Maman, pourquoi tu fais ça à ton âge ?» J'ai envie de lui dire « Écoute, si je fais rien, c'est là que je vais mourir, si je fais rien. » Et grâce au Curiosity Club, j'ai eu un truc après où j'ai fait tout un truc très, très, très sympathique. Tout à l'heure, tu parlais notamment de Johnny Depp. Oui. Comment il arrive là? Exactement. Comment il arrive là? Alors, il y a toujours des explications assez faciles. Je fais, pour Tartines et Chocolat et pour les comptoirs de braque, j'ai toujours fait des catalogues grands comme ça, 21, 29, 700 pages. Pour Tartines tous les 6 mois, et pour les pluches, et pour les meubles, et pour les rideaux. Enfin, chaque licence avait son propre catalogue. Donc j'ai continué pour le braque, été, hiver, non, un par an. Il n'y avait pas de saison pour le braque. Je faisais des photos d'été, des photos d'hiver dans le même catalogue.
Et puis un jour, je voulais me suicider. Il y a une nana qui voulait se suicider, elle était anorexique, et Guillaume lui dit « Oh là là, vous allez arrêter de nous faire chier avec les mecs, là, à vouloir mourir à cause d'un mec et tout ça. » Et la fille, elle était là pour se suicider avec ses 2 petits-enfants, dans la chambre Pure Love. Et finalement, Guillaume a réussi à lui faire manger de la viande de braque et prendre 5 kilos et reprendre goût à la vie. Et elle a une sœur qui est venue 2 ans après, je crois. Et la sœur couverte de bijoux en argent et des têtes de mort, des bagues, des chaînes, des tas de trucs. Et moi, je demande à tous mes clients ce qu'ils font dans la vie, à part ceux qui sont connus, mais ceux qui ne sont pas connus, je leur demande ce qu'ils font. Ils sont banquiers, journalistes, producteurs de cinéma, ou je ne sais pas quoi. Mais j'aime bien savoir qui est chez moi. Et il n'y a que 2 photos. Il n'y a que 2 photos de gens connus chez moi. C'est que Zidane et Johnny Depp. Jamais j'ai embêté les gens. Je n'ai jamais embêté les gens à faire des photos. Et là, c'est Johnny Depp qui a voulu pour mes petites filles. Et Zidane qui a fait pour mon fils. Et donc, sa sœur revient avec ses bijoux. Et puis, je me dis, non, mais elle fait des bijoux. Elle fait des bijoux pour le cinéma. Elle me dit, oui, je fais des bijoux. Vous avez une boutique? Non. Vous faites des bijoux pour le cinéma? Oui. Pour ce Pirates des Caraïbes? Oui. Au moment où elle me dit oui à Pirates des Caraïbes, il y a Guillaume qui est là. Je ne peux même pas te dire si c'est moi ou Guillaume. On ne sait plus lequel de nous 2 a posé la question. Tellement c'était évident. On en parle souvent, tout Guillaume et moi, il dit, maman, je ne me souviens plus si c'est toi ou si c'est moi. Je dis, bon, on s'en fout de toute façon, c'était la même chose. Et elle dit, oui, c'est Pirates des Caraïbes. Et à partir de ce moment-là, je décide que j'aurai Johnny Depp. Donc elle repart avec son catalogue. Et la fille, et moi, je fais des plaids absolument incroyables, dont le plaid Chanel dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et à un moment donné, je dois faire une exposition chez Chanel, au Bristol, avec mes plaids. Et c'est en 2006. Et je veux absolument avoir Johnny Depp. Et donc, je dis à la fille, je lui téléphone, je dis, vous savez, si vous voulez exposer vos bijoux, ça ne prendra pas beaucoup de place, alors que moi, j'expose 65 plaids de 2 mètres sur 2, il y aura vraiment de la place pour vous et vous allez avoir tout le gratin parisien. Il y a 700 invitations de parties, c'est que le beau monde qui va venir. Et donc, elle expose, et pour me remercier, elle a dû montrer mon catalogue à Johnny Depp, ça c'était en décembre, donc il est venu en juillet 2007, lui. Et quand il arrive, mais l'histoire elle était encore plus marrante que ça. J'étais le 1er juillet 2007, c'était l'été de mes 60 ans. Je suis invitée à un anniversaire d'une copine de 50 ans, et je me dis, je ne vais pas y aller. Et puis, mes vendeuses me disent, allez, sortez, Catherine, prenez l'air, allez. C'était vers Orléans, donc je pars avec la Bentley à Orléans. Et là, je vois tous les gens en face qui partent en vacances. Et ça me fout le cafard, ça me fait chialer. Ça me rappelle, moi, quand je partais en vacances avec mon mari et mes enfants, et que là, je suis comme une pauvre conne, avec pas de mec, et aller chez des gens qui vont se droguer toute la nuit, boire, droguer, et autres, si affinité. Et là... Et à ce moment-là, je parle au bon Dieu, je dis, hey, j'ai vu que ici Paris que Johnny Depp était en France dans sa maison. Envoie-le-moi, envoie-le-moi. Et là, au moment où je parle avec Dieu, je suis doublée par une voiture JDX. JD. Donc j'appelle ma directrice et je lui raconte. Elle me dit, arrêtez vos conneries avec vos signes. Ça marche pas comme ça, la vie, tout ça. Bon, bref. Je fais ma soirée, je me bourre la gueule, je repars le lendemain matin, je suis dans les bouchons, dans les embouteillages, et je repense à mes vacances, et à mon mari, et à mes enfants, et là je suis fatiguée, je m'arrête dans une aire d'autoroute. La Bentley, c'est une belle voiture, elle est bleu marine, elle est chic, elle est propre, elle est magnifique, et je sors et je m'allonge à côté de la Bentley, et arrive une caravane, un camping-car avec une fille et sa mère qui sortent. Et donc elles sortent, je les vois, et je me dis, bon, faut que je
faut que je me lève, là, il faut que je rentre. Je me soulève, et au moment où je me soulève, la fille, sur la poche arrière de son jean, c'est brodé JD. Non, pardon, excuse-moi, Johnny. C'est brodé Johnny, comme ça. Johnny. Donc je rappelle ma vendeuse, qui me rengueule, qui me dit « Arrêtez, il y a plein de monde, Guillaume vous attend, on est complet ce soir, blablabla. Bla. » Donc je rentre, je reparle à Dieu, je lui dis « Pourtant ça aurait été sympa, tu m'as fait 2 signes. Hein. » Et là, le lendemain, c'est lundi, je suis en train de faire mon plaid Chanel par terre, à coudre la main comme ça. Et puis, il y a des téléphones fixes sur tous les paliers dans ma maison de 17 chambres et dans la maison de 5 chambres. Guillaume était en face et je faisais mes plaids là parce que les paliers sont grands avec les Mongols. On était à 4 pattes en train de coudre. Et là, le lundi, il ne se passe rien. Et puis le mardi, le téléphone sonne. Hello, can I speak to Mrs. Pavin? Oh, it's Stephen. I'm working for Mr. Depp. He would like to rent your house on Thursday. OK. J'ai envie de te dire que la maison, elle est complète, que le Thursday, elle est complète et qu'on va la vider parce qu'il n'est pas question que tu ne viennes pas. Et je dis, nos problèmes. Je raccroche pour te montrer les liens que j'ai avec Guillaume. J'appelle Guillaume et je ne lui parle pas. Il est dans la maison en face, hein, sur la place. Il arrive, il monte les marches, il me regarde et il dit « Quand ?» Il dit « Quand ?» Je dis « On a 2 jours pour trouver une solution. » Là, on avait le PDG de la Banque Lazare, on avait le maire de Paris, enfin, avec ça, nana qui est photographe. Et il a fallu raconter à tout le monde qu'on avait des problèmes de tuyauterie, qu'on les transfère de chambre, tout ça. Et donc, Johnny Depp est arrivé, il a dit « I want to know why I'm here ». C'est là qu'il a dit... Et en fait, on est devenus potes. Et là, je peux le dire parce qu'il y a 4 témoins. Il faisait un brouillard à couper le couteau le lendemain matin. Et au Brac, c'est tout petit. Il y a 3 maisons sur la place et il y a l'église. Et donc mes petites filles, donc j'avais fait venir 4 de mes petites filles qui avaient 13 ans, 14 ans et 16 ans. Et 15 ans. Et donc, elles ont la bouche ouverte et tout ça. Et Johnny nous arrête et dit « T'as vu ?» Il me parle en français. Il me dit « J'ai vu quoi ?» Ben, on voit rien, t'as vu le brouillard ? Il me dit « Mais si, t'as vu. » Ben, j'ai vu quoi ? Ben, on s'est trouvés. Parce que moi, j'ai l'air classique, mais je suis complètement barrée. Enfin, je peux me barrer en 5 minutes au Pérou. Enfin, toutes les décisions que j'ai pu prendre sont des décisions que 99% des gens n'auraient pas prises. Il nous faudrait un podcast de plusieurs semaines. Donc là, je dis « So what ?» Il me dit « Tu sais ce qu'on va faire ? On va aller passer 6 mois d'hiver en Mongolie tous les 2. Est-ce que tu vois les petites filles, leur grand-mère, à qui Johnny Depp, qui a quand même, c'était en 2007, donc c'était il y a 13 ans, il avait 45 ans. 18 ans, c'était à 18 ans. C'était 18 ans, oui. Donc il avait 45 ans, ouais. Beau comme un dieu. Et j'ai la photo de lui grand comme ça dans ma chambre. Il était immensément beau, il avait une salopette en jean avec la chemise de Pirates des Caraïbes toute brodée. Et déjà, la veille, il avait dit, à un moment donné, je lui dis, j'adore ta chemise, et il avait dit à Steven, ça voulait dire, démerde-toi, il me faut 2 chemises, une pour Catherine, une pour son fils. Et donc là, je vois bien la photo de public, avec ma gueule rajeunie de 15 ans, parce que Catherine part avec Johnny Depp en Mongolie. Donc cette photo-là, je la vois bien, photoshopée à mort. Et là, par contre, je vois pas bien la photo de quand on rentre de Mongolie et que Johnny Depp il a largué Catherine Pavin et qu'il est retourné avec sa femme et que là j'ai l'air d'avoir 95 ans. Et je lui dis non, on va pas faire ça. Si tu veux vraiment faire un truc, je lui dis à la sortie du village, il y a le grand hôtel de 10 000 m² à l'abandon qui est à vendre. Et si tu veux, on fait un hôtel incroyable. On fait un hôtel que basé sur la nature, que sur les arbres, tout ça, on fait un truc de dingue. Et le dernier étage gratuit pour tous les pèlerins qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il adore mon idée. Il appelle à Los Angeles et rendez-vous est pris pour moi pendant 2 semaines à Los Angeles.
pour aller rencontrer les financiers. Parce que lui, il dit mais il ne gère pas ça. Donc j'ai vécu 2 semaines dans sa maison à Los Angeles, au-dessus de son atelier de peinture. Ils se sont dit, c'est qui cette nana qui va lui piquer son fric et tout ça. Et ils n'ont pas laissé le truc se faire. Le truc ne s'est pas fait. Et ça a fait partie des trucs que j'ai vraiment beaucoup regretté. Et après, peu de temps après, il a quitté Vanessa. Dans les années qui ont suivi, après, ça allait mal avec Vanessa. Puis après, il y a eu Amber Heard et tout ça. Et je ne l'ai pas revu. D'accord. Non, je ne l'ai pas revu. Et justement, tous ces éléments un petit peu qui arrivent par concours de circonstances, si tu devais l'expliquer, et comment créer justement des opportunités parce que l'entrepreneuriat, on le sait, on le voit, c'est souvent des rencontres. Ouais. Tout se fait par le réseau, les connexions. Pourtant, beaucoup de gens n'arrivent pas forcément à créer un réseau, créer un entourage, créer des rencontres. Or, toi, j'ai l'impression que déjà, tu arrives dans une pièce, on a envie de sympathiser avec toi, il y a une énergie qui se dégage de toi, tu vois tout de suite les opportunités, tu connectes avec les bonnes personnes. Est-ce qu'il y a un secret, est-ce qu'il y a un truc? Il n'y a pas forcément de secret, il y a des explications. Je t'ai dit, quand on est une marque de luxe, on va dormir au Bristol, on ne va pas dormir au Méridien. Mais ça, j'estime que c'est du bon sens. Et c'est au bar du Bristol qu'un mec, un jour à côté de moi, est en train de parler de bateau, et nous, bateau, hein, toujours bateau à voile. Donc on parle bateau à voile, et le mec, il était diplomate français à Séoul. Donc moi, rien à foutre qu'il soit diplomate, ou rien à foutre bateau. Moi, j'ai vu Séoul, Corée, et 3 mois plus tard, j'ai signé mon premier contrat coréen. Donc l'explication, c'est que je suis au bon endroit au bon moment, et connecté. Voilà. J'allais te dire, au bon endroit, au bon moment, et c'est comme si j'avais des antennes qui se mettent en... C'est pour ça que je t'ai dit, c'est qu'il y a 15 jours, 3 semaines que j'ai fait cette connexion avec l'intelligence artificielle, avec mon cerveau. Je crois que je suis particulièrement connectée. Il peut pas... Pour le prix de meilleure femme d'affaires du monde, en 2001, on était 100 femmes nominées. Les femmes nominées, elles étaient dans le nucléaire, dans l'aviation, dans les sous-marins, dans le pétrole, dans les constructions de voitures, de camions, j'en sais rien. Et moi, je déboule. Le 9 mars 2001, je pesais 0,4 grammes parce que j'avais perdu 18 kilos depuis et que les Mongols m'avaient fait plein de jolis vêtements qui m'allaient bien, des jodhpurs, des manteaux longs, des manteaux courts, des trucs. Tout était blanc. Il y avait on voyait que le diamant jaune qui prenait toute la place. Et toutes les nanas étaient autour de mon diamant. Tous les jours, elles étaient paniquées. Elles étaient intriguées par mes tenues et par mes tenues et par ce diamant. Et on a dû dire pourquoi on était là. Ça durait 5 jours. Et moi, quand c'est mon tour, je dis, moi, je vais vous parler de ma boîte, mais c'est ma boîte, c'est pas une multinationale. J'ai l'impression qu'il n'y a que des multinationales ici, j'ai l'impression qu'il n'y a que des fusées garées dehors et des Boeing 747 000. Et je dis, moi, j'ai juste une toute petite boîte qui a 1 millier de points de vente dans le monde. Et si je vous parle de ma boîte, je vais vous parler de moi. Et si je vous parle de moi, alors là, la situation, elle ne peut pas être plus fâcheuse. Hein. Là, elle ne peut pas être plus désespérée. L'amour de ma vie m'a quittée. Et là, je ne sais même pas par où commencer. Parce que je suis propriétaire, je suis PDG, propriétaire, styliste, pompier et policier des feux que j'allume. Et donc, je ne peux pas flancher. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. C'est même impossible. Il n'y a que moi qui crée. Alors, si je ne suis pas là, les gens en Corée, les gens dans les boutiques à Sao Paulo, et à New York, et à Long Island, et dans les usines qui produisent et tout. En fait, on n'a jamais su combien il y avait de personnes. Ça peut être entre 4 000 et 10 000. Hein. C'est parce que si on compte tous les gens dans toutes les licences de produits, je ne sais pas combien il y avait de
gens au pluche, combien il y avait des gens au parfum. Tu vois, on ne sait pas combien il y avait de gens dans les... Il y avait 107 boutiques au Japon et 127 en Corée. Donc, on ne sait pas exactement. C'est très difficile de donner un chiffre. On a calculé un jour autour de 4000, mais c'est beaucoup plus. Et donc, je pense qu'il faut être à l'écoute. Et là, j'ai eu ce prix. J'ai eu le prix parce que j'étais un humain. Et ça m'a marqué qu'on me dise que j'ai eu ce prix parce que moi, j'étais humaine. Toutes ces femmes-là, elles étaient habillées comme des sapins de Noël. Elles avaient des boucles d'oreilles. Elles changeaient 4 fois par jour de tenue, 4 fois par jour de bijoux. Et moi, j'étais habillée qu'en blanc, donc on ne voyait que du blanc et ce diamant jaune. Et j'avais mes cheveux blancs. Et comme j'étais triste, que j'étais humble, et puis que tartiner de chocolat, c'était petit comparé à tout ça. C'était certainement la plus petite de toutes les affaires dont on parlait. Mais j'ai eu ce prix. Donc, il faut être à l'écoute, Moi, je pense que j'ai du bon sens paysan, et comme je n'ai pas fait d'études, je pense que j'ai de la chance, que je suis protégée, parce que je suis très, très, très travailleuse. Et puis, j'ai quand même fait 5 enfants, j'ai aussi bien travaillé, je me suis fait avorter parce que ça n'allait pas, et puis j'ai fait des fausses couches. Sur ce côté-là, j'en ai chié vraiment, ça a été difficile. Et puis un jour, je me suis fait opérer pour plus jamais avoir d'enfants. Et puis après, j'ai rencontré Bertrand. Et par amour pour Bertrand, je me suis fait réopérer le 26 décembre 80 et 26 décembre 81 parce que j'ai demandé à un docteur d'aller ouvrir. Et je lui ai dit, dites-moi, allez voir, c'est vous qui êtes professeur en stérilité, dites-moi ce que... Il me dit, où est votre dossier? Je dis, j'ai pas de dossier, je me suis fait avorter, j'ai fait une grossesse extra-utérine un 14 juillet à Rennes, et le mec, il est devenu Hare Krishna, il est parti en Inde, il n'y a pas de dossier. Je dis, écoutez, allez ouvrir, endormez-moi, ouvrez, regardez, puis vous me direz ce que vous trouvez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a dit, il y a 2 mm, donc venez le 25 décembre, et je vous opérerai le 26. Et le 10 février, il m'a dit que ça n'avait pas marché. Et le 10 février... Et après, je continue ma vie, tout ça. Et j'étais à un moment donné à New York, on était en octobre, dans un grand dîner organisé par mon avocat. Pareil, pris l'avocat le plus cher pour ne pas l'avoir contre moi, enfin... Pour répondre à ta question, tu vois, j'essaie de m'entourer comme j'ai fait à Hong Kong, de prendre les gens les mieux placés pour avoir la meilleure chance de réussir, pour ne pas les avoir contre moi. Et là, je suis dans ce dîner à côté d'un mec qui me dit, ma femme, elle est là-bas à côté de votre mari. Je dis, vous avez des enfants? Il me dit, non, elle n'en veut pas. Elle a peur de s'abîmer le ventre. Ben, je dis, moi, j'en ai 3, mais je lui raconte... Et il m'a dit, écoute, si jamais vous changez d'avis, venez vous installer en Amérique, moi je vous finance, vous avez 51%, vous avez la majorité, mais la seule chose que je demande, c'est que vous veniez passer 2 ans avec votre mari et vos enfants, parce qu'il va y avoir beaucoup de travail. J'ai bien vu que le travail vous affolait pas, mais il faut être là pour le lancement de tout, et je vous achète l'immeuble dont vous m'avez parlé, il est vide, et je connais le propriétaire, il fait 9 étages, et on fait salon de coiffure, puériculture, literie, enfin tout, on fait. Et j'ai dit, il me reste 1 millimètre. Il me dit, 1 millimètre de quoi? Je dis, on peut opérer sur 1 millimètre. Donc, j'ai jamais entendu un truc pareil, donc je suis rentrée, je suis allée voir le professeur Cohen, il me dit, c'est pas vrai, non, mais allez, hop, 26 décembre. Donc, il m'a opéré. Et le 10 février, il a poussé un hurlement de bonheur. Ça avait marché. Je pourrais être enceinte dans 2 ans. Il m'a dit, vous pourrez être enceinte dans 2 ans. Le temps que ça cicatrise. Et bien, Guillaume, il est né, lui, novembre. Il dit, 9 mois, moins 2 jours. Et j'ai dit, je vais vous faire la fille l'année prochaine. Alors, pourquoi je rigole? Parce que j'avais vu, mais honnêtement, 20 fois des voyantes et des pendules et des conneries qui me disaient que j'allais avoir un garçon et une fille. Et je croyais qu'à ça. Et j'ai fait le garçon et la fille. Donc il y a une part chez moi de folie, d'être cinglée, de ne pas écouter quand je dois... personne ne voulait que je me fasse opérer. Mes enfants ne voulaient pas, mon mari ne voulait pas, mes beaux-parents, enfin tout le monde disait que c'était
c'était dangereux à mon âge, alors que j'avais déjà 3 enfants. Et dans ces cas-là, j'écoute pas, parce que je suis une sorte d'instinct de réussite. Et au moment où je vous parle, là, je suis en train de créer. Je peux pas vous donner le nom là maintenant, parce que ça sort, c'est trop tôt. Parce que ça va sortir à Noël seulement. Mais je suis en train de travailler pour une multinationale qui fait des milliards. Et par avoir parlé à quelqu'un qui est passé avec moi en Aubrac et que j'ai entendu parler de lui ça répond vraiment à ta question. J'ai entendu parler de lui au mois de septembre. Il lui arrivait un truc. Et je savais pas que c'était lui qui était propriétaire de tout ce bordel. Et on a échangé. Et je lui dis c'est fou. Mes enfants vont acheter des trucs. Alors qu'avant ils allaient que chez Ralph Lauren et ils vont aussi là maintenant. Tu as réussi le jackpot. Tu as tous les bobos parisiens qui viennent tous les samedis dans tes boutiques et tout ça. Et dans sa réponse, il a mis le mot opportunité. Alors moi, opportunité, il n'a pas fallu que ça m'a pas pris une seconde. Hein. Donc j'ai répondu sur l'opportunité et j'ai dit j'aimerais vraiment pouvoir faire une collaboration et ça s'est fait. Et là, j'ai fait ma première collab pour Noël 2025 la semaine dernière, j'ai fini. Les protos arrivent la semaine prochaine. Et après, je fais l'été 2026. Et ce que j'aimerais faire, c'est l'hiver 2026 aussi. Mais ils se sont engagés sur deux collections. Et vu l'ampleur du bordel des milliards, là, il y a plein d'endroits, ils ont plein de marques de mode, de déco, où je peux avoir des terrains de jeu. Et d'ailleurs, demain, ah oui, j'ai oublié. Demain, il y a une de ses nièces qui avait besoin d'aide et je vais passer la journée avec elle. J'ai 2 dernières questions pour toi. La première, c'est, on peut le spécifier quand même, c'est qu'à l'époque à laquelle tu te lances, tu crées tout ça. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Une femme qui entreprend, c'est clairement pas anodin. Donc c'est encore plus à appuyer par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est à la mode. Pour revenir sur tout ça et puis vraiment appuyer aussi sur ce parcours qui est juste dingue et on aurait pu effectivement en parler encore pendant des heures. Et merci d'être là ici avec nous. Quel conseil tu donnerais à un ou une jeune entrepreneur? Quand je dis jeune entrepreneur, ce n'est pas forcément uniquement en âge, mais plus en maturité entrepreneuriale, qui a pris tout le courage qu'il faut pour oser se lancer, mais qui est un petit peu perdu dans ce monde-là et qui ne sait pas par quoi commencer, qui n'ose pas peut-être et qui n'aurait pas forcément la fougue que tu as depuis le premier jour. C'est la fille que je vais voir demain qui m'a posé cette question. Quel conseil tu donnes? D'accord. Et j'ai dit, je ne peux pas te donner de conseils. Je peux te donner une journée de ma vie. Donc, je fais un podcast demain et le lendemain matin, je prends un train, je viens te voir. Et on passe la journée ensemble et tu me recolles dans un train à 5 heures du soir et c'est en parlant avec toi, en écoutant tes problématiques, que je vais pouvoir peut-être t'aider. Mais je ne peux pas, à brûle-pourpoint, donner des conseils. En revanche, tous les gens qui m'écrivent, je leur réponds. Et je les appelle ou je réponds. Et tous les gens, à la suite des podcasts, j'ai une 50aine de mails et je réponds à tout le monde. J'appelle tout le monde, j'appelle et je parle avec les gens. Mais ce n'est pas des conseils. Le conseil, il dépend de toutes les boîtes. Toutes les boîtes sont uniques. Et c'est vrai que moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Mon chauffeur de Uber tout à l'heure, il me dit qui t'occupe de ton Instagram? Je dis ça doit être moi. Ça doit être moi, mais je le fais pas vraiment, tu vois. C'est pas important. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je vais refaire fortune. Ça, c'est sûr. Et ça va se passer dans les 3 ans qui viennent. C'est-à-dire, j'ai 78 ans cette année. Et je n'ai que 3 idoles, j'en ai pas 10 000, professionnels. C'est Jean-Louis Dumas d'Hermès, c'est lui qui a fait le Hermès qu'on connaît,
C'est-à-dire qu'il est resté 30 ans président, et c'est pendant sa présidence qu'il a mis en place tout ce qui est encore, qui fait qu'aujourd'hui, Hermès est la seule boîte qui a un chiffre à 2 chiffres d'expansion. La deuxième, c'est Ralph Lauren. Ralph Lauren, tout ce qu'il a fait, toutes ses licences sont des succès. Que ce soit les parfums, les lunettes, les chaussures, les chaussettes, le sportswear, la haute couture, tout est il réussit tout, la maison, j'en parle même pas de la maison, toute la home déco chez Ralph Lauren et tout ça, et Coco Chanel, qui a, je ne sais pas, ça va rien vous dire peut-être, mais Chanel, elle est née en 83, le 19 août 83. Elle meurt le 10 janvier 71, à 88 ans. Mais on fête cette année les 110 ans de la haute couture. Donc, c'était en 1915. En 1915, comme elle est née en 83, elle a 17 et 15, elle a 32 ans. Elle a déjà de la haute couture à 32 ans. Et entre 1915 et la guerre de 40 c'est 39, elle a 4400 employés qui travaillent à la main pour elle dans Paris. Recambon. Tous les greniers, sur 3-4 étages, il y a 4400 personnes. Et en 38, il y a un mouvement de grève. Elle n'est pas contente. On ose lui faire un mouvement de grève. Moi, ça me fascine qu'ils aient osé faire un mouvement de grève. Elle se casse, la meuf. Elle se casse et elle part fricoter avec un Allemand. Et elle va disparaître 15 ans, de 39 à 54. Elle revient en 54. Mais entre-temps, Jacques Vertemer avait la société Bourgeois, il avait acheté le parfum. Il avait le numéro 5. Il avait le parfum. Donc pendant ces 15 ans d'absence, il n'y a plus de couture, mais il a fait du commerce de numéro 5 dans la boutique au rez-de-chaussée de la rue Cambon. Et au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième. Et au troisième, quatrième, cinquième, il y avait c'était que des rats. Que des rats. Et il gardait simplement propre l'appartement son appartement au premier ou au deuxième. Et là, quand elle revient en 54, il lui dit, maintenant, vous allez arrêter de me faire chier, vous recollez à la couture. Il y a eu entre-temps Marc Bohan, Dior, Elsa Schiaparelli et tout ça. Ça ne marche pas. Une fois, ça marche une fois. 2 fois, ça ne marche pas. 3 fois, ça ne marche pas. Il lui dit, vous allez vraiment arrêter de me faire chier, là, vous allez vous y mettre. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Je suis le propriétaire du parfum et vous ne pouvez même plus utiliser votre nom. Il y a une clause quelque part. Et là, il lui propose un pourcentage et d'habiter au Ritz et d'habiter dans son appartement et de tout lui payer. Elle n'a plus rien à elle. Il est propriétaire de tout. Elle va juste toucher un pourcentage et elle va habiter au Ritz et dans son appartement. Donc ces 3 femmes, ces 3 personnages, je veux dire, sont mes idoles. Ce sont des gens qui n'ont pas dévié, qui sont restés sur leur ligne, qui étaient travailleurs. Alors elle, à la différence de moi, elle n'a pas fondé de famille, alors que les autres ont fondé des familles. Elle n'a pas fondé de famille. Et elle était méchante, elle était dure avec son personnel. Elle est très connue pour être très dure avec les mannequins et tout le monde, et tous les personnels. Mais ces gens-là, ces 3 exemples-là me portent. Et là, je suis dans ce que j'appelle la période, depuis quelque temps, basse, parce que c'est plus que des maisons d'hôtes, c'est pas avec ça. Mais là, on recommence à me payer à la valeur de mon expérience et de ma légitimité. Et je ne sais pas ce que je vais faire, mais maintenant, il y a des réseaux sociaux, il y a des jeunes qui m'appellent beaucoup, et à un moment donné, il y a un jeune qui va me demander de participer à une entreprise. Ce sera la bonne. Là, on a mis en vente notre propriété parce que Guillaume, il en a marre de faire maison d'hôte. Il veut changer de vie. Ça fait 8 ans qu'il fait ça. Il habite au rez-de-chaussée. Moi, j'habite au premier parce que finalement, il y avait 2 propriétés
il a mis en Airbnb en entier la sienne. Et quand on va vendre, Guillaume, il a 42 ans, il va avoir envie de quelque chose, mais moi j'aurai 80 ans, où je ne sais pas de quoi mais ce n'est pas une maison que je vais m'acheter. Je vais investir dans un truc où je vais m'envoler. Ça, c'est la certitude que j'ai. Ça ne s'arrête jamais. Ah ben, quand je mourrai, je m'endormirai. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Et merci pour tout ce que tu as partagé. Ben non, Vraiment un parcours dingue. On aurait pu rester encore une fois des heures. Mais avant ça, si vous avez aimé cet épisode au moins autant que je n'ai eu de plaisir à l'animer, bien faites-le nous savoir comme à chaque fois, en partageant la vidéo, en commentant celle-ci et en likant cette dernière. Si vous écoutez sur les plateformes audio, eh bien pareil, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Catherine, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence, que tu n'as pas encore partagé dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, mais s'il y a un déclic que tu as envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, peu importe, ça peut être une simple phrase, une citation, une situation, quelque chose de positif ou moins positif, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que mon père m'a dit jusqu'à mes 14 ans, t'es trop conne, mais t'es trop forte. Alors tu gardes quoi? Quel mot tu gardes? T'es trop conne et t'es trop forte. Ça, je l'ai entendu 400 fois, enfin 4000. Et je me suis pris autant de baffes que de baisers. Donc, c'est très, 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 très difficile pour moi de donner une réponse précise sur le déclic. C'est pour ça que je vous ai donné tant d'exemples et que je dirais, c'est suivre son instinct. C'est vraiment suivre ce qu'on ressent. Mettre ses mains là et si je fais un truc, je peux te dire, quand il y avait une décision à prendre, par exemple, au moment de choisir parmi les 3 dernières fragrances sur 25 pour le petit Sambon, il a bien fallu choisir à un moment donné. On me l'a collé Givenchy me l'a collé dans les pattes et il m'a dit c'est à vous maintenant. Eh bien, je suis d'abord partie à Cadaqués, le long de il y a une avancée dans l'eau. Et toute ma vie, je suis allée à Cadaqués au moins 7 ou 8 fois par an. Et quand j'avais des décisions à prendre, quelles que soient les décisions, j'allais me poser là, je me jetais dans l'eau, je me remettais là, je me mettais dans l'eau et tout ça. Et là, pour le petit Sambon, j'ai fait ça et ça n'a pas marché. Je n'ai pas trouvé la réponse. Donc je me suis dit, c'est qu'il faut que j'aille ailleurs. Je suis allée au Croisic. Je suis allée au Croisic, qui est le chef-lieu où tous les pingvins avaient à un moment donné 23 maisons. Et il y a un hôtel qui s'appelle l'Océan. Et à côté de cet hôtel, ils ont acheté une énormissime maison qui était dans l'eau. Et je leur ai fait gratuitement, parce que je n'avais pas envie de me faire payer, parce que j'avais envie qu'ils m'écoutent. J'ai dit, je préfère que vous m'écoutiez et pas vous faire payer. Voilà ce que je vais vous faire, mais j'ai 6 mois de boulot, mais voilà. Et je leur ai fait, ça s'appelle le Fort de l'Océan. Donc leur hôtel s'appelle l'Océan. Ce que je leur ai fait gratuitement, c'est le Fort de l'Océan. Et je dormais à l'Océan. Et là, à un moment donné, je sentais que au moment où je les quitte, je ne leur ai pas encore fait l'hôtel. Ils vont me demander de le faire, mais je l'ai pas encore fait. Et là, on est en 85, et je sais qu'ils ont acheté ce bazar et j'aimerais bien le faire. Et je les quitte en disant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'écris ma vie. La décision du parfum, je viens de la trouver en vous parlant. En vous parlant, c'est celle-ci. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai ressenti un instinct que j'ai suivi. Et j'ai eu raison, parce que après ils m'ont donné l'hôtel à faire. Et je suis invitée à vie dans cet hôtel. Et cet hôtel, ils changent même pas la place d'un cendrier depuis que je leur ai fait leur hôtel gratuitement. Merci Catherine. De rien.